tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sénat 360. Voici les titres. Suite de l'examen au Sénat de la loi Schiappa contre les violences sexuelles et sexistes. Hier, le gouvernement a renoncé à instaurer une atteinte sexuelle avec pénétration, sans pour autant instaurer un seuil de non-consentement, comme l'aurait souhaité la délégation aux droits des femmes du Sénat. Explications et débats dans un instant. La séance de questions d'actualité au gouvernement, c'est à suivre en direct et en exclusivité à 15h sur notre antenne. Parmi les thèmes, l'organisation du travail législatif, l'évasion de Redouane Faïd ou encore le bilan de la loi Asile et Immigration au lendemain de l'échec de la CMP. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à tous nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360 pour m'accompagner. Cet après-midi, on retrouvera Daniel Sporciello, Saveria Rojek et Tam Tranui. Le multiplex parlementaire, c'est tout de suite. Et pour commencer, on va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de la tribune de presse de l'hémicycle du Sénat. Bonjour Tam, vous avez suivi ce matin la suite, je le disais, de l'examen du projet de loi Schiappa. Et on a beaucoup parlé notamment de l'obligation de signalement des violences sur enfants pour les médecins, qu'ils soient certains ou qu'il ait des soupçons. Et oui, le Sénat veut que tous les médecins aient l'obligation de signaler des sévices sur des enfants, qu'il s'agisse de violences sexuelles, physiques ou psychologiques, que le médecin soit certain ou qu'il ait de simples soupçons. Écoutez le président de la commission des affaires sociales, le sénateur Les Républicains, Alain Milon. Un enfant sur 4 serait victime de violences physiques, 1 sur 5 de violences sexuelles et 1 sur 10 de violences psychologiques. C'est un constat terrible, celui d'une enquête épidémiologique et clinique américaine, qui a d'ailleurs été confirmée par le Conseil de l'Europe. En France, il y aurait donc 2 700 000 enfants qui pourraient être concernés par ce genre de violence. Afin de dépister au plus tôt ces violences sur mineurs, avec les collègues, nous réclamons donc une extension de l'obligation de signaler pour tous les médecins de notre pays. Vous avez entendu les statistiques alarmantes égrenées par Alain Milon. Le signalement n'est pas une dénonciation, a-t-il précisé. Cette obligation de signaler, elle existe déjà depuis plus de 50 ans aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, notamment 22 pays européens. Elle a eu pour effet de diviser par 3 le nombre de décès d'enfants dans certains États américains. Cette obligation, elle existe en France, mais seulement pour les médecins scolaires, les médecins de PMI ou encore les médecins de l'aide sociale à l'enfance, ni les médecins des hôpitaux, ni a fortiori les médecins libéraux. Souvent, les médecins traitants ne sont concernés. Et donc, s'ils signalent, ils sont exposés à des poursuites, à des sanctions disciplinaires pour avoir manqué au secret médical. Si le gouvernement est d'accord sur le principe, il a jugé que l'amendement porté par la Commission des affaires sociales allait trop loin. Écoutez la ministre Marlène Schiappa. Le gouvernement considère qu'il n'est pas opportun, comme le prévoient les autres amendements, d'instaurer pour les seuls médecins une obligation de signalement au procureur. Nous croyons que le médecin doit pouvoir apprécier, selon les circonstances de l'espèce, quelle est la meilleure façon de traiter la situation et qui n'impose pas nécessairement un signalement immédiat au parquet. Ces amendements risqueraient du reste, nous semble-t-il, d'avoir un effet pervers, grave pour la protection des mineurs, qui risquerait de dissuader les parents de faire soigner leurs enfants par un médecin. En clair, l'amendement porté par la Commission des affaires sociales et Alain Milon faisait que tous les médecins doivent faire leur signalement au parquet. L'autre position, c'était celle du gouvernement et celle de la Commission des lois, disait qu'en cas de soupçon, eh bien, le médecin pouvait simplement faire un signalement à la cellule départementale des informations préoccupantes. Mais sur le fond, tout le monde est d'accord tout de même sur l'obligation de signalement de la part des médecins et l'amendement sera sûrement retravaillé en vue de la commission mixte paritaire. Merci à vous, Tam. Et je vous le disais en titre, le gouvernement a donc évolué sur l'article 2. Vous le savez, il avait suscité de nombreuses polémiques après l'examen à l'Assemblée nationale. Les associations de protection des mineurs, notamment, redoutaient qu'il ne conduise à une correctionnalisation du viol, minorant ainsi sa gravité. Audrey Vuettaz. L'hémicycle du Sénat, théâtre hier soir d'un bras de fer à 3. 3 positions très différentes pour un objectif pourtant commun, le renforcement des infractions sexuelles sur mineurs. D'un côté, le gouvernement. Sa position, en dessous de 15 ans, il y a abus de vulnérabilité et donc forcément contrainte morale ou surprise, 2 notions qui aident traditionnellement le juge à qualifier un viol. Avec cette proposition, il serait ainsi plus armé juridiquement pour donner sa décision. Mais beaucoup critiquent un manque d'engagement du gouvernement qui avait promis il y a quelques mois un âge minimum de consentement.
C'est le cas de la délégation des droits des femmes qui avance à son tour sa proposition. La contrainte qui constitue l'un des critères du viol est nécessairement constituée quand l'auteur des faits est une personne majeure et que la victime est un enfant de moins de 13 ans. En clair, pour la délégation, il y a forcément viol lors d'une relation sexuelle entre un adulte et un mineur de moins de 13 ans. Inaudible pour Philippe Bas, cela irait à l'encontre de la présomption d'innocence et il le montre en brandissant la Déclaration des droits de l'homme. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Réponse lapidaire de Laurence Rossignol. S'il n'y a pas ceux qui s'attachent à défendre la Déclaration des droits de l'homme et ceux qui s'essuieraient les pieds dessus. Comme un aperçu des crispations de la soirée, avant le vote final qui a vu l'emporter la position de la commission des lois. Celle-ci refuse de fixer un âge minimum de consentement. Si vous faites un seuil d'âge, que faites-vous de l'enfant de 13 ans et un jour? Comment justifier auprès de ses parents qu'il n'a pas la même protection que l'enfant de 12 ans et 11 mois? La commission préfère une présomption de contrainte basée sur la différence d'âge entre majeurs et mineurs notamment, solution qu'il a donc finalement emportée. Et on va continuer les débats en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Annick Billon. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la délégation droits des femmes du Sénat, sénatrice centriste de la Vendée. Face à vous, Marie Mercier, bonjour. Vous êtes rapporteure de ce projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, membre de la commission des lois et par ailleurs sénatrice LR de la Saône-et-Loire. Annick Billon, dans un premier temps, on a vu hier ce coup de théâtre à l'ouverture des débats avec finalement l'annonce à la fois par Marlène Schiappa et la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Le gouvernement a donc reculé à écouter les réserves à la fois des parlementaires et des associations sur cet article 2 qui était tant controversé. Vous saluez ce geste ? Bien évidemment, et je crois que c'est très intelligent de la part des ministres d'avoir effectué cette démarche, puisque on l'a vu, cette proposition qui émanait et qui sortait de l'Assemblée nationale était extrêmement controversée et attaquée, puisqu'il y avait un fort risque de correctionnalisation. Moi, je salue le cheminement qui a amené le gouvernement et les ministres à nous faire cette proposition. Je crois que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, elle est saluée globalement par toute la protection de l'enfance et tous les juristes qui ont pu s'exprimer depuis hier. Il n'y a donc plus dans ce texte d'atteinte sexuelle avec pénétration. Marie Mercier, est-ce que ça veut dire que tous les viols maintenant seront automatiquement considérés comme des crimes? Ils ne pourront plus être requalifiés comme des délits? On ne peut pas simplifier comme ça, mais comme me le dit ma collègue Annick Billon, bien évidemment, nous saluons le retrait du gouvernement, ce que la commission des lois avait préconisé, puisqu'il ne peut pas y avoir atteinte sexuelle avec pénétration. Une atteinte sexuelle, c'est une atteinte sexuelle sans pénétration. Donc là, il y avait une confusion, cela entraînait une confusion. Le viol est un crime, le viol doit rester un crime, et un crime, c'est jugé en cour d'assises. Mais il y aura toujours ce risque, malgré tout, je repose cette question à vous, Annick Billon, qu'il soit requalifié comme des délits avec le texte tel qu'il est pour l'instant? Pour nous, il y a un risque parce qu'il y a toujours de la subjectivité. Après, je respecte bien entendu Madame la rapporteure Marie Mercier, ma collègue. Je crois qu'on est tous d'accord sur les objectifs à atteindre. Aujourd'hui, deux positions, on ne peut pas dire s'affrontent, deux positions sont développées. Moi, je continue à l'issue du travail et bien évidemment, il y a eu un gros travail aussi de la Commission des lois de soutenir que l'instauration d'un crime pour les enfants mineurs de moins de 13 ans était aussi une simplification dans la manière de juger. Après, tout s'entend et je voudrais réaffirmer aujourd'hui que, bien entendu, c'est pas parce que nous défendons, je défends cette position, je ne m'assois bien évidemment ni sur la Constitution, ni sur la Déclaration des droits de l'homme. Et je voudrais aussi rappeler que le Conseil d'État s'était prononcé, oui, bien sûr, il s'était prononcé, mais il s'était prononcé sur la proposition de Marlène Schiappa de l'époque, et qui était différente de notre proposition. Qui a évolué. Alors, Annick Billon, avant de continuer sur ce point et de vous donner la parole, Marie Mercier, vous le savez, c'est le principe de cette émission. On va retourner salle des conférences, puisque Saveria Rojek, vous êtes avec Arnaud de Belenet, sénateur La République En Marche de la Seine-et-Marne. C'est à vous. Absolument. Bonjour Arnaud de Belenet, merci de répondre à nos questions. Je précise que vous faisiez partie du groupe de travail sur les violences sexuelles sur les mineurs, dont vous connaissez particulièrement ce sujet. Pourquoi le gouvernement a fait le choix d'abandonner cette mesure controversée de l'article 2, le délit d'atteinte sexuelle sur mineurs avec pénétration? Pourquoi ce choix? Parce que l'idée est d'être efficace et d'être efficace immédiatement. Cette disposition-là était mal comprise
elle aurait pu être mal interprétée et finalement elle nuisait à l'efficacité de l'ensemble du dispositif sans être indispensable. Et le groupe de travail dirigé par Marie Mercier avait décidé d'un certain nombre de préconisations qui sont séduisantes en droit avec la création d'une présomption. J'ai en séance défendu la position du gouvernement parce que sur un critère qui est l'effectivité immédiate des dispositions pour protéger les mineurs dans le plan du gouvernement, avec les autres solutions juridiques, celle de la délégation du droit des femmes ou celle de la commission, le juge n'aurait pas pu immédiatement prendre en compte, j'entre pas dans les détails techniques et juridiques, mais prendre en compte cette volonté de protéger les mineurs de moins de 15 ans. C'est effectivement un peu technique, mais néanmoins, effectivement, il y a une divergence entre la commission des lois du Sénat, la délégation aux droits des femmes. La commission des lois réclamait donc la création d'une présomption de contrainte en cas de relation sexuelle entre un majeur et un mineur, quel que soit son âge. Votre position là-dessus, pour être très claire? Mais c'est une bonne disposition. Et nous avons été nombreux à nous rallier à cette solution-là dans un premier temps. C'est un sujet qui est d'une complexité inouïe, sur un sujet qui est grave, et certains, pas la majorité du Sénat, mais certains dont je fais partie, ont fait le choix de retenir le projet du gouvernement parce qu'il permet au juge de décider immédiatement. Et nous ne pouvons pas laisser des décisions de justice, laisser attendre les victimes et leurs parents et leurs proches dans les années qui viennent. C'est un choix qui est fait. Une dernière question à Arnaud de Belenet. Les sondages le montrent, les Français seraient favorables à une loi sur l'âge du consentement sexuel des mineurs. Quelle est votre position là-dessus? Mais la perception est très sensible, évidemment. Je voyais un certain nombre de mes collègues qui, sur Facebook, postaient leur courage de défendre les mineurs de moins de 13 ans. Bon, c'est un raccourci beaucoup trop rapide. L'idée de la Commission, comme l'idée du gouvernement, et sans doute aussi de la délégation des droits des femmes qui a porté cet âge de 13 ans, c'est de protéger tous les mineurs efficacement de moins de 15 ans. Donc il y a un débat juridique, la volonté est partagée et je pense que l'option du gouvernement est la bonne. Moins de 15 ans, c'est un bon seuil. Ça intègre les moins de 13 ans aussi. On est efficace et c'est l'esprit de ce texte de loi qui, au-delà des mineurs, protège aussi les femmes et les femmes de manière efficace et de manière adaptée à la réalité des pratiques d'aujourd'hui. Je pense notamment au harcèlement sur Internet qui va enfin pouvoir être puni efficacement. C'est ce qu'on a vu depuis ce matin en séance, absolument. Merci beaucoup. Merci Arnaud de Belenet d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous, Salérien, pour cette réaction. Vous vouliez réagir, Marie Mercier, sur la présomption de contrainte, sur ce concept qui peut être assez compliqué, on l'a rappelé, et flou pour le téléspectateur. Oui, effectivement, c'est une notion assez subtil, mais c'est quelque chose qui apporte une souplesse et cela entraîne cet inconfort finalement de la souplesse, mais qui va protéger davantage tous les enfants. Si nous mettons une présomption à 13 ans, que va-t-il se passer pour les 13-15 ? En tant que rapporteur de ce texte, on ne pouvait pas prendre le risque d'oublier les 13-15. Tous les mineurs doivent être protégés, aussi bien à 13 ans et un jour qu'à 12 ans et 11 mois. Donc nous avons été extrêmement fermes là-dessus parce que notre but, comme le but d'ailleurs de tous les sénateurs qui étaient dans l'hémicycle, c'est de mieux protéger les enfants, mais tout en ayant un encadrement dans la loi, parce que c'est notre métier de fabriquer la loi et de ne pas faire une loi de communication ou d'émotion. Annick Billon, c'est vrai qu'on vous a reproché aussi, en fixant un seuil justement de non-consentement, de créer une sorte de présomption de culpabilité, de condamner automatiquement justement, de s'en prendre au droit de la défense. Alors juste sur une loi de communication, comme l'a rappelé notre collègue tout à l'heure, et Marie vient d'y faire référence également, il est pas question pour nous et pour moi de faire une proposition de loi de communication. Ça, c'est vraiment, je ne peux pas entendre dire ça. On a travaillé plusieurs mois, le cheminement était long et à un moment donné, la décision qu'on a prise, on l'a prise après un cheminement tortueux, c'est-à-dire qu'au départ, on n'était pas tous persuadés. Aujourd'hui, nous étions tous persuadés que de fixer ce seuil à 13 ans, c'était la limite universelle de l'enfance. Et que les critères du viol, la violence, la menace, la contrainte, la surprise n'étaient pas adaptés pour les enfants. Et bien entendu, notre souhait, c'est de protéger tous les enfants. Alors, la commission des lois et la rapporteure, Marie Mercier, que j'aime beaucoup, ont cheminé différemment.
Mais ce n'est pas pour autant que la position de la délégation aux droits des femmes doit être caricaturée de manière une loi de communication. Non, nous ne faisons pas de la communication. Nous étions là aussi, nous, la délégation aux droits des femmes, pour protéger tous les enfants. Je voudrais quand même que ce soit dit, répété, parce qu'on l'a entendu dans l'hémicycle hier, et ça, c'est pas possible. Moi, je suis pas là pour faire de la communication. Notre seul souci, ça a été de protéger les enfants, tous les mineurs. Alors, on a ce même objectif, mais nos moyens sont différents. Et dire qu'à partir du moment où on met un seuil, on ne protège pas les autres enfants, c'est faux. Marie Mercier, vous n'êtes pas d'accord? Et on sait que d'autres pays européens, notamment, ont fixé un seuil. Pourquoi la France nous avons un seuil. Nous avons ce seuil de 15 ans, ce seuil qui est dans les têtes, qui est aussi dans les têtes des pédocriminels, il faut bien le savoir. Donc si on garde cet âge de 15 ans comme limite, ça imprime l'opinion publique, ça imprime tout le monde, sans enlever tout ce volet sur lequel nous avons beaucoup insisté de prévention et d'éducation. Mais les associations de protection de l'enfance disent qu'elles ont besoin d'interdits clairs, Marie Mercier. Mais l'interdit clair, c'est que un majeur ne doit pas toucher à un mineur de 15 ans. Il est déjà là, l'interdit clair. Il ne faut pas, pour nous, le viol est un crime. Et par définition, un viol n'est jamais consenti. Donc quand nous avons évoqué cette présomption de contrainte en cas de viol, c'était quand il y avait une grande différence d'âge ou qu'il n'y avait pas de discernement de la petite victime. C'était dans ces deux cas et ça permettait aux juges d'apprécier et de condamner plus facilement. Est-ce que la loi va mieux protéger les enfants, justement, victimes de viol? Alors, moi, juste pour répondre, et je ne sais pas du tout pour ouvrir le débat que nous avons pu avoir, je crois que nous avions souhaité l'instauration d'un seuil, puisque dans les deux critères que vient de citer Marie Mercier, il y a forcément l'interprétation du juge, l'écart d'âge, le discernement, et pour nous, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que pour nous, un enfant en deçà de 13 ans, lorsqu'il dit oui, ce n'est pas forcément oui. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à quoi il s'engage. Donc aujourd'hui, j'entends... à 14 ans non plus. Et à 14 ans non plus. La seule chose, c'est comme dans tout dans la loi, à un moment donné, il y a des seuils, et à 14 ans, il est protégé par toutes les mesures qui ont été inscrites dans la loi. Donc à un moment donné, lorsqu'on met en cause le seuil, notre vie est régie par les seuils. Pourquoi a-t-on le droit de conduire à 18 ans et un jour? D'ailleurs, ça a changé avec la conduite accompagnée. Donc pourquoi avait-on le droit à une époque de faire son service militaire à tel âge? Tous les jours, nous sommes soumis à des contraintes de seuil. Pourtant, ce n'est pas la solution, Annick Billon, qui a été votée. Ce n'est pas la solution. Dans l'hémicycle, Marie Mercier. On en a vous êtes, 15 ans. Pour l'instant, satisfaite de ce qui est voté. Ça ne devrait pas poser de problème lors de la commission paritaire? Nous serons satisfaites quand il y aura moins de victimes de violences sexuelles qu'actuellement, quand nous saurons que nos enfants sont protégés, quand il y aura des dénonciations, quand il y aura une éducation avec le respect du corps de l'enfant, quel que soit son âge, j'ai envie de dire jusqu'à 18 ans. Un viol d'une petite jeune fille de 16 ans est aussi grave. Donc cette histoire de seuil, pour nous, c'était réducteur et nous voulons vraiment protéger le plus possible. Eh bien, merci à vous, Marie Mercier. Merci, Annick Billon. Merci à vous pour votre éclairage. On en vient à présent au reste de l'actualité avec cette visite, ce déplacement d'Édouard Philippe ce matin à Nantes, le Premier ministre qui exige que toute la lumière soit faite après la mort d'un jeune homme tué par des policiers, ce qui a conduit à plusieurs incidents, notamment dans le quartier du Breil, c'est à Nantes, vous le voyez sur ces images. On écoute tout de suite le Premier ministre. Je voudrais d'abord exprimer ma condamnation la plus ferme sur ces agissements et sur cette violence. La justice est saisie, elle doit faire son travail avec rigueur, elle le fera avec rigueur, elle doit le faire dans la plus grande transparence car nos concitoyens souhaitent savoir exactement et légitimement ce qui s'est passé. J'affirme ici que, bien évidemment, tel sera le cas. Je voudrais, dans le même temps, exprimer mon soutien le plus ferme pour l'ensemble des forces de l'ordre, des policiers, de ceux qui travaillent au sein des compagnies républicaines de sécurité, des pompiers, des médecins qui sont intervenus dans la nuit d'hier et dans la nuit d'avant-hier, dans des conditions parfois très difficiles. Et on en vient à présent à l'actualité au Sénat. C'est aussi la délégation sénatoriale à l'Outre-mer qui se penche sur l'avenir de France Ô. Des auditions ont été organisées ce matin. La mission de concertation assure que le sort de cette chaîne ne sera pas tranché dans la précipitation. Mais les salariés restent inquiets. Samia Dechir. Est-ce qu'il y a suffisamment de gens qui regardent France Ô? Est-ce qu'on considère que tout ça est formidable? Non. Je vous le dis franchement, c'est pas vrai.
Fin juin, aux Assises de l'Outre-mer, les propos présidentiels sur France O ont suscité l'inquiétude. Faut-il supprimer la chaîne? Non, a dit ce matin la commission en charge de réformer l'audiovisuel public, auditionnée par la délégation sénatoriale aux Outre-mer. On n'est pas là pour dire il faut supprimer France O, surtout pas. Si vraiment cette matinée peut servir à quelque chose, c'est de dire qu'on aimerait bien que toutes les inquiétudes disparaissent. Des propos loin de rassurer les salariés, également auditionnés. La commission envisage le basculement de la chaîne vers le tout numérique et donc la fin de la diffusion hertzienne de France O. Les salariés craignent une forte perte d'audience. Il y a quand même 25% des Français qui n'ont pas accès au web. Pour les box également, on pourrait parler de quelque chose qui ne serait pas démocratique, dans la mesure où la télévision sur la TNT joue quand même un rôle fédérateur. C'est l'accession effectivement à l'information pour tous. Mise en cause pour sa faible part d'audience, moins de 1%, la chaîne des Outre-mer assure avant tout une mission de service public, a rappelé son directeur. La France est un pays particulier, où il y a à la fois l'Hexagone et 9 régions dans le monde. Et donc la question de la visibilité de ces régions-là, périphériques finalement, insulaires pour certains, pour beaucoup d'ailleurs, sauf la Guyane, la question ne peut pas être aussi simple que faisant 12% d'audience. L'avenir de France O est pour l'instant suspendu aux travaux de la commission de consultation sur la réforme de l'audiovisuel public, qui rendra son rapport mi-juillet au gouvernement. Et on retourne dans l'hémicycle où nous attend Tam Tranui. Tam, les questions d'actualité au gouvernement vont débuter d'ici 10 minutes. Quel est l'ordre du jour cet après-midi? Il va y avoir tout d'abord deux questions posées sur l'évasion de Redouane Faïd. Une évasion spectaculaire qui interroge sur la situation dans les prisons, aussi sur la question du portable dans les prisons. Une évasion qui a aussi montré pour le moins des failles et des ratés dans la prison de Réau. Et c'est la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui va répondre, elle qui a déjà exclu de démissionner après cette affaire. Notez qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, devrait répondre à au moins 2 questions posées par des présidents de groupe. Celle de Patrick Caner sur l'organisation du travail législatif. Il faut dire que le calendrier parlementaire déborde au Sénat. Cela alors qu'il y a eu des mois très calmes auparavant et que les parlementaires jugent qu'ils ne peuvent pas travailler correctement sur les textes dernièrement, sur asile, immigration, sur la loi agriculture et prochainement sur la loi Élan. Notez qu'Éliane Assassi, elle, interrogera le Premier ministre sur le projet de suppression de la référence à la sécurité sociale dans la Constitution, mais a priori, bien, la majorité présidentielle a déjà fait marche arrière sur ce sujet. Enfin, notez la question de François Grosdidier, le rapporteur LR de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Son rapport a jugé qu'il y avait un immense malaise dans la police et a déclaré que le système est au bord de l'asphyxie. Merci à vous, Tam. À présent, on retrouve Daniel Sporciello avec son invité aujourd'hui. C'est la sénatrice LR de l'Essonne, Laure Darcos. Merci Delphine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, mon invité est la sénatrice Les Républicains de l'Essonne, Laure Darcos. Bonjour. Je vous ai invité parce que vous êtes vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Et à ce titre, vous avez été aux avant-postes pendant tout le débat qui a eu lieu ici au Sénat, en cours en ce moment, sur les violences sexuelles, contre les violences sexuelles. Et justement, le gouvernement vient de renoncer à une disposition extrêmement controversée, l'atteinte sexuelle avec pénétration. On peut dire que le Sénat jouait tout son rôle? Oui, tout à fait. En fait, on a d'une part la délégation aux droits des femmes. Pendant toute la durée de l'année, en fait, on a auditionné énormément de monde. Mais également le groupe qui était organisé autour de Marie Mercier, la rapporteure du texte. Nous avons beaucoup travaillé pour justement améliorer ce texte. Ça avait déjà été le cas dans une proposition de loi faite par Marie Mercier il y a quelques mois, qui avait préparé en fait les dispositions pour montrer au gouvernement qu'en effet il fallait très simplifier les peines encourues et que si on commençait à faire la distinction entre pénétration, pas pénétration, on correctionnalisait trop. Oui, au lieu d'être un viol, ça pouvait être qualifié de délit. Exactement. Voilà. Et à ce moment-là, on a bien vu la polémique au moment du passage à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on a pu montrer au gouvernement que le Sénat servait vraiment à quelque chose. Et vous l'avez fait reculer? On va pas dire ça. En tout cas, on leur a fait comprendre, en tout cas, la sagesse du Sénat. Voilà, la diplomatie de la sénatrice. Non, mais ça n'a pas été vu comme un recul parce qu'en fait, dès le début de la discussion, et Mme Belloubet et Mme Schiappa ne l'ont dit, en disant qu'en effet, c'était mieux. Après, il y a eu
un débat très très long toute la nuit, pendant plus de 4 heures, sur ce fameux article 2, pour savoir s'il fallait ou pas mettre un âge limite en fait en dessous duquel il n'y avait même pas besoin de justifier la contrainte, la surprise, enfin vous savez tous les termes en fait que doit justifier une victime. Donc c'était 13 ans. Ça n'a pas été adopté. On a tous en tête d'ailleurs ces deux affaires récentes de Pontoise, notamment, deux fillettes de 11 ans voilà. ont été, l'agression n'a pas été qualifiée de viol. Tout à fait. On disait qu'elle pouvait être consentante. Tout à fait. Désormais, les juges ont plus de moyens pour qualifier le viol. Alors, ont plus de moyens, mais en fait, finalement, moi, je m'étais notamment ralliée, alors que les travaux de la délégation avaient montré justement cet âge de 13 ans comme un âge symbolique fort à mettre en place dans le code pénal. Moi, je suis finalement ralliée à la commission des lois sur le fait qu'il n'y ait pas d'âge, parce que comment justifier et peut-être comment influencer un juge sur un viol sur mineur de 13 ans moins un mois, ou 13 ans plus un mois. Finalement, la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Et finalement, de ne pas mettre d'âge permet peut-être de pouvoir continuer à qualifier véritablement le viol comme un crime et que les juges puissent s'en saisir en toute objectivité, quel que soit l'âge de la victime. Alors une autre question au cœur de l'actualité, c'est le plan pauvreté dont la présentation a été reportée et signée hier. Elle était pressentie pour la semaine prochaine. Visiblement, le plan n'est pas assez peaufiné, de sources gouvernementales, dit-on. C'est vrai que ce plan pauvreté, il comporte une question brûlante et très onéreuse, c'est celle du financement du RSA. Pour l'instant, ce sont les départements qui ont la charge du RSA et il y a de plus en plus de bénéficiaires. Donc les départements demandent une participation accrue de l'État. Alors on sait que la question des départements intéresse énormément cette chambre ici, qui est la chambre des territoires. Est-ce que l'État doit prendre en charge le RSA désormais ? Alors je vais vous dire complètement oui. Je suis conseillère départementale dans mon département de l'Essonne, je le suis encore, même après mon élection au Sénat. Et c'est vraiment une des charges les plus lourdes pour nous. C'est quoi, c'est 10 milliards d'euros aujourd'hui ? Alors c'est 10,8 milliards, simplement 6 milliards versés par l'État, et donc 4,8 milliards à la charge des départements. Comme vous dites, les bénéficiaires du RSA ne font qu'augmenter. Ils sont à peu près de l'ordre de presque 11 millions à peu près. Et honnêtement, 11 millions, 1 million 9, je ne vais pas... 1 million 9 de bénéficiaires, près de 2 millions. Quand on a repris le département en 2015, pour rien vous cacher, on se demandait si on n'allait pas trouver des fraudeurs au RSA. Des gens qui finalement en bénéficient alors qu'il n'y avait pas droit. En fait, il y a très peu de fraudeurs. Et vraiment, il y a de plus en plus de gens dans cette misère qui ont besoin de ce RSA pour vivre. Et donc, ça n'est pas normal que ce dispositif soit à la charge du département. Il serait beaucoup plus sain que ce soit de nouveau l'État qui puisse distribuer ce RSA et qu'à l'heure où les dotations d'État sont de plus en plus maigres ou en tout cas en baisse pour les départements et pour les collectivités, nous ne pourrons plus endiguer ça. Et ça n'est pas à nous. Mais est-ce que l'État le pourra, à l'heure des économies budgétaires à faire, d'économies drastiques, prendre à sa charge à nouveau 11 milliards d'euros ? Je pense qu'il y a des priorités. Je suis sûre qu'on peut encore faire des économies, voilà, des économies de fonctionnement. J'en ai pas en tête, mais je pense qu'on ne peut pas jouer avec la pauvreté. C'est la présidente du Secours catholique qui disait que la pauvreté n'attend pas. J'espère vraiment sincèrement qu'à la rentrée, le gouvernement sera prêt à faire des annonces, parce que je pense que entre nos personnes qui sont vraiment en dessous du seuil de pauvreté déjà en France, et puis ceux que nous allons accueillir, parce que bien évidemment nous sommes dans le devoir d'accueillir les réfugiés qui vont arriver et qui arrivent déjà depuis plusieurs années dans notre territoire. Je pense sincèrement qu'on n'aura pas le choix. Et le fait que ce calendrier de présentation du plan pauvreté soit reporté parce que Emmanuel Macron veut aller soutenir les Bleus mardi s'ils sont qualifiés pour les demi-finales. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, j'espère que ça n'est pas la vraie raison. Je me fais plus... C'est pas de la com, non ? Alors, bien évidemment, je pense que ça aurait été peut-être compliqué de faire des annonces aussi solennelles et aussi graves
et ensuite de s'envoler pour se peinturlurer ou en tout cas avoir une écharpe tricolore autour du cou pour soutenir les Bleus. Donc vous le comprenez, le président, là-dessus? Oui, par contre je m'interroge sur ce que va nous dire le président du coup au congrès, la question au congrès de Versailles, voilà, parce que du coup il nous convoque comme l'année dernière, donc je ne sais pas du coup sur quel sujet. Vous allez y aller? Bien les sûr. Insoumis à l'Assemblée n'y vont pas? Non, alors nous il n'y a aucun boycott au Sénat, nous sommes trop respectueux. À l'Assemblée nationale, il y a quelques députés qui, qui trouvent le procédé trop monarchique. Au Sénat, nous sommes respectueux de la République et donc le président de la République nous convoque, nous y allions. Voilà. Vous attendez quelque chose de ce discours du président devant les parlementaires réunis en congrès à Versailles? Très honnêtement, non, parce que bien évidemment, c'est pas là où se fera les décisions pour la réforme constitutionnelle. Donc je pense que il va sûrement en parler. Je pense que c'est sa façon de faire, de donner un point de rendez-vous. J'espère que ça montre aussi son respect pour le Parlement et pour le travail législatif. Nous sommes un petit peu secoués en ce moment, en fin de session, avec des textes les plus importants de l'année, tous finalement ramassés sur 3-4 semaines. Je crois qu'il va y avoir une question d'ailleurs là-dessus, sur cette espèce de trafic ininterrompu. Donc voilà, j'espère croire que le président de la République nous réunit pour montrer son respect vis-à-vis de notre pouvoir législatif et son Parlement. Bien, vous êtes en session ici jusqu'au mois, la fin du mois de juillet, en session extraordinaire, et ça reprendra au mois de septembre. Exactement. Merci Madame la sénatrice, merci Laure Darcos. Voilà, le président Larcher est arrivé en séance, les sénateurs sont en train d'attendre l'ouverture. Très bonne séance, merci. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement et sont retransmises en direct. Chacun sera attentif à la fois à la courtoisie et au respect du temps. Avant de saluer nos nouveaux collègues qui vont faire leur entrée dans notre hémicycle, je salue l'élection de Vincent Segouin ce dimanche dans l'Orne et je souhaite la bienvenue à notre collègue Cathy Apoursopoli du Pas-de-Calais qui prend la suite de Dominique Vatrin dont je salue leur travail. La parole est à notre collègue Michèle Vullien pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Je souhaite revenir, Madame la Ministre, sur l'évasion pour le moins spectaculaire de Redouane Faïd de la prison de Réau. Je sais que vous avez diligenté une mission d'inspection et nous aurons l'occasion d'échanger sur les conclusions attendues d'ici une quinzaine de jours. Pourtant, je me questionne sur la succession hallucinante de signes avant-coureurs non pris en compte et sur le traitement médiatique qui a suivi les faits. Non, ni le lieu, ni les moyens n'étaient adaptés. Preuve en est, il est aujourd'hui en cavale. Les personnels pénitentiaires, lors d'un mouvement social en janvier dernier, avaient pourtant déjà tiré la sonnette d'alarme. Ils sont les premiers à évoquer que cet individu qualifié de détenu particulièrement signalé n'était pas dans la bonne prison, qu'il communiquait avec les autres détenus, que les personnels n'avaient pas le temps de fouiller sa cellule, que des moyens complémentaires de sécurité étaient nécessaires, des filins notamment. Forts de leur expérience, ils avaient même demandé un transfèrement urgent qui n'a pas été pris en compte. Le rapport de la commission d'enquête des forces de sécurité intérieure dont nous avons eu connaissance ce matin n'est pas fait pour nous rassurer. Non, cette prison pourtant construite en 2011, soi-disant moderne et sécurisée, n'était pas adaptée pour ce type d'individu. Preuve en est, Madame la Ministre, il est aujourd'hui en cavale. C'est d'autant plus vrai que les plans de la prison ont fuité, qu'un drone peut la survoler en toute impunité, qu'elle n'est même pas floutée sur Google Earth. Oui, je suis choquée de découvrir sur les réseaux sociaux les images filmées par un détenu quand on sait que les téléphones portables sont interdits. Cela laisse à penser que les échanges avec l'extérieur sont légion. Oui, je suis choquée de voir des chaînes d'information relayer cette même vidéo en faisant abstraction de toute déontologie. Oui, je suis choquée de voir ce personnage dangereux incarner une sorte de héros des temps modernes, salué sur les réseaux sociaux par une actrice écervelée, pour ne pas dire décérébrée. Oui, je suis choquée quand je pense à la famille de la jeune policière municipale tuée par ce détenu et en particulier à son jeune fils.
Madame la ministre, que comptez-vous faire pour que nous ne revivions plus jamais ce genre de situation? La crédibilité de votre administration est mise à mal. Il faut améliorer la sécurité et je dirais même l'exemplarité de notre système carcéral. C'est la confiance en notre État de droit qui en dépend. Pour vous répondre, la parole est à Madame le garde des Sceaux, Madame Nicole Belloubet, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Vuillien, cette évasion spectaculaire qui a été préparée par un commando hors norme a effectivement frappé les esprits. Et à divers égards, vous l'avez rappelé, on peut le comprendre. Face à une telle situation, il faut réagir avec sérieux, avec détermination, sans surenchère. Le parquet de Paris mène une enquête. Toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver le fugitif. Et comme ministre de la Justice, je suis responsable de la sécurité dans les établissements pénitentiaires. La prison de Réau, vous l'avez rappelé, est une prison moderne. Elle a été inaugurée par le président Sarkozy en 2011. C'est une prison sécurisée et adaptée pour recevoir des détenus particulièrement signalés. Comme l'était Redouane Faïd, qui, à ce titre, bénéficiait d'un régime de surveillance très particulier. Je veux cependant comprendre comment cette évasion a pu se dérouler, comment elle a été possible sur la base d'éléments qui soient irréprochables et qui soient solides. C'est pourquoi j'ai diligenté dès dimanche une inspection qui me rendra ses conclusions dans une dizaine de jours. J'ai eu l'occasion de le dire, je tirerai toutes les conséquences de cette inspection. S'il est établi que des signaux d'alerte n'ont pas été pris en compte, il y aura des sanctions. Mais je voudrais aussi vous dire que le gouvernement n'a pas attendu cet événement grave pour agir. Dès 2018, nous avons augmenté le budget de sécurité des établissements pénitentiaires de 10 millions d'euros. Nous avons professionnalisé et renforcé le renseignement pénitentiaire. Cela est reconnu par tous. Nous avons créé des structures étanches qui vont pouvoir accueillir des détenus radicalisés. Nous mettons en place des dispositifs de brouillage des téléphones. Nous lançons un marché pour lutter contre les drones. Nous travaillons à la sécurisation des abords des établissements pénitentiaires. Le projet de loi de programmation que je vous présenterai dès l'automne portera la traduction de ces engagements pour mieux protéger les Français. Merci, Madame. La parole est à notre collègue Arnaud de Belenet pour le groupe de La République En Marche. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, Madame la ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, l'accord auquel est parvenue l'Union européenne vendredi dernier à Bruxelles consacre un tournant dans l'approche de la gestion de l'immigration qui relève des États souverains et demande à terme sans doute plus d'Europe. Ce matin, une note de Vienne, inquiétante si elle était confirmée, était rendue publique. Elle finirait de démontrer que nous sommes face à une crise migratoire, mais aussi à une crise politique, avec la montée des partis populistes et de la droite nationaliste au sein de l'Union. La droite europhobe et radicale n'a d'ailleurs pas manqué mardi dernier au Parlement européen de rivaliser de cynisme sur cet accord. Néanmoins, ce consensus a été établi sur un principe. L'Europe doit accueillir des réfugiés au nom de ses valeurs, mais n'accepte plus une immigration clandestine incontrôlée. Aussi, cet accord repose-t-il sur le renforcement des frontières extérieures de l'Union et sur l'ouverture de centres de contrôle où la distinction sera faite entre les demandeurs d'asile et les migrants économiques. Madame la ministre, le président de la République indiquait que la France, n'étant pas un pays de première arrivée, n'a pas vocation à ouvrir de centres de contrôle. Je vous demande donc de nous préciser, pour la France, quelle sera la mise en application de cet accord de principe obtenu au Conseil européen. Comment vous envisagez l'accueil digne des réfugiés sur notre territoire et la limitation de l'immigration économique? Les nouvelles procédures prévues dans le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie répondent-elles aux objectifs de ce nouvel accord européen? Pour vous répondre, la parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Arnaud de Belenet, vous m'interrogez sur la situation migratoire actuelle à l'échelle européenne. Tout d'abord, je tiens à vous préciser que, comme l'a dit le Président de la République, la France
prend pleinement sa part sur la question, tant au niveau de l'accueil, puisque sur les 630 personnes à bord de l'Aquarius et sur les 230 du Lifeline, l'OFPRA a retenu 80 personnes pour l'un et 52 personnes pour l'autre, qui sont des réfugiés en besoin de protection. Cela montre la solidarité très concrète de la France avec ses voisins européens en première ligne pour les arrivées par voie maritime. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs salué ce matin l'arrivée des 52 réfugiés débarqués du Lifeline. Au niveau européen, nous pouvons nous satisfaire aussi, nous féliciter, je crois, de la réponse globale qui a été apportée par l'Union européenne. C'est un engagement fort du président de la République qui, vous le savez, a été un acteur majeur de l'accord européen obtenu la semaine dernière dans la nuit de jeudi à vendredi. Nous l'avons toujours dit, et c'est l'objet de la loi Asile et immigration et intégration qui, faute d'accord en commission mixte paritaire, est toujours en discussion. Nous souhaitons faire en sorte que les situations soient examinées dans des délais raccourcis. C'est là une orientation que nous ne changerons pas. Dans le même temps, vous le savez, nous travaillons en amont avec les pays d'origine et de transit pour dissuader les départs réguliers vers l'Europe. C'est là une priorité fondamentale qui a d'ailleurs été validée par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement européens. Mais l'action de la France pour apporter une solution à la crise actuelle ne s'arrête pas là, puisqu'elle œuvre parallèlement à ce que, dans les pays d'origine, les réadmissions soient renforcées. Et je veux le dire ici, les résultats sont en progression très nette. La réponse à la situation migratoire reste cet équilibre entre humanité et responsabilité. Monsieur le ministre. Merci Madame la ministre. La parole est à notre collègue Joël Labbé pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole pour 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire. Monsieur le ministre, Johannesburg 2002, la maison brûle et nous regardons ailleurs. 16 ans déjà, la maison continue de brûler et nous regardons toujours trop souvent ailleurs. Monsieur le ministre, vous venez de présenter hier un nouveau plan biodiversité, plan visant à contrer la disparition accélérée du monde du vivant. Lors de cette présentation, vous avez rappelé la situation catastrophique générée par l'effondrement de la biodiversité. Je suis de ceux qui partagent votre analyse, mais nous ne pourrons véritablement avancer tant que ce constat ne sera pas très largement partagé, tant ici, par nos collègues parlementaires, qu'auprès de vos collègues du gouvernement. Nous sortons d'une semaine de débat sur le texte agriculture-alimentation. La biodiversité aurait dû être au cœur de nos préoccupations. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, mais la plupart du temps, la biodiversité s'est ramassée. Aussi, ma question est la suivante. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rappeler une fois encore en quoi la situation est si catastrophique? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, Monsieur Nicolas Hulot. Vous avez la parole, Monsieur le ministre d'État. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Labbé, c'est Victor Hugo qui disait « La nature nous parle, mais nous ne l'écoutons pas ». J'ose croire qu'enfin on l'écoute. J'ose croire que ce cri de détresse, à notre attention d'ailleurs qu'elle nous envoie, nous l'avons maintenant réceptionné et je pars du principe que la prise de conscience précède les actes. Donc je crois que le gouvernement français et cette réunion interministérielle inédite présidée hier par le Premier ministre montrent que nous allons collectivement prendre notre part de responsabilité dans ce grand fléau du XXIe siècle que nous devons arrimer d'une manière indissociable avec l'enjeu climatique. Alors, ai-je besoin de vous redresser le tableau ? En 30 ans, un tiers des oiseaux en milieu agricole ont disparu, 80% des insectes en Europe. Une espèce sur 3 est menacée en France, mais plus globalement. Plus de 60% des écosystèmes s'effondrent dans le monde entier. Si nous continuons avec ce modèle de développement qui parfois est une licence à détruire la nature, c'est 40 ou 50% du vivant qui aura définitivement disparu dans le siècle. Donc chacun peut comprendre que le gouvernement va prendre sa responsabilité. Le plan que nous vous avons présenté hier n'est pas un tout, c'est le début d'un tout. Mais ce que nous voulons avec ce plan, c'est entraîner une responsabilité, une dynamique collective
que chaque citoyen, chaque acteur politique, chaque acteur économique s'interroge profondément pour sa responsabilité en négatif ou en positif. Donc quelque part, ce plan, c'est un plan de mobilisation. Je veux à ce stade faire confiance dans cette volonté. Ne doutez pas que dans les mois qui viennent, eh bien, nous évaluerons l'efficacité de ce plan semaine après semaine. Je vous remercie. Merci, Monsieur Labbé. Oui, merci, Monsieur le Ministre. Ça se fait peut-être pas, mais dans la deuxième partie, je vais m'adresser à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, dans votre discours de présentation du plan, vous avez parlé d'état d'urgence, avec une certaine gravité. Si vous adhérez vraiment aux propos de votre ministre d'État, nous attendons de vous que vous imprimiez à l'ensemble de votre gouvernement cette notion d'urgence. Sur le texte agriculture-alimentation, si vos ministres de la transition écologique et votre ministre de la Santé avaient été associés, le texte aurait sûrement été beaucoup plus ambitieux. La biodiversité, on en a parlé, mais la santé humaine est concernée au plus haut point. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, il est temps d'entrer avec entrain dans l'ère de l'après-pesticides pour tourner le dos aux sombres perspectives de printemps silencieux et aller vers des printemps joyeux et réenchantés. Pour entendre encore longtemps les concerts d'insectes somnolents chers à Albert Camus et les chants d'oiseaux au réveil et les rires d'enfants, comme le disait si bien Jacques Brel. Je vous remercie. La parole est maintenant à un autre chant d'oiseaux. Madame la Présidente Éliane Assassi, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. Pas de commentaire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Par un amendement, le député La République En Marche, Olivier Véran, a fait adopter en catimini le 2 juillet dernier, par la majorité de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, le retrait de toute référence à la sécurité sociale dans la Constitution. Faut-il rappeler que ce pilier de notre société issu du programme de la Résistance a été voté par l'Assemblée constituante les 22 mai et 22 août 1946. Or, cet amendement vise à remplacer donc les mots sécurité sociale par les mots protection sociale. Il porte en lui la destruction de ce grand service public solidaire et protecteur de notre population. Il porte en lui la destruction de ce système qui, je cite, vise à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont capables de se les procurer par le travail. Il est financé par les cotisations des employeurs et des salariés, géré paritairement par les syndicats de travailleurs et les organismes patronaux. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, vous le savez bien, les Françaises et les Français sont très attachés à notre système de sécurité sociale, et ce, malgré de nombreuses coupes budgétaires imposées par les gouvernements successifs. La Sécu, c'est un véritable trésor national, joyau de notre patrimoine et un pilier central de la nation. Je vous le dis solennellement, Monsieur le Premier ministre, ensemble, avec ces Françaises et ces Français, nous saurons nous mobiliser pour empêcher sa disparition. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente. Vous évoquez dans votre question votre attachement personnel, mais pas seulement personnel, collectif, à la sécurité sociale. Permettez-moi de vous dire, Madame la Présidente, que je le partage, comme d'ailleurs, je crois, tous ceux qui savent combien cette formidable construction, progressive construction de solidarité a refondé le socle de notre pays après la Seconde Guerre mondiale. Vous y êtes attaché, moi aussi. Vous avez indiqué qu'un député avait, dans le cadre de la révision constitutionnelle à venir, proposé un amendement. Je respecte trop les parlementaires, Madame la Présidente, pour formuler un quelconque commentaire ou avis sur cet amendement. Mais je voudrais vous répondre très clairement sur ce qui motive cet amendement, qui sera débattu évidemment à l'Assemblée et au Sénat. En aucune façon, Madame la Présidente, et je crois qu'au fond vous le savez, en aucune façon il ne s'agit de mettre en cause la sécurité sociale. En aucune façon. Il s'agit simplement, et essayons de le dire clairement, je vais m'y atteler, pour relever tous les malentendus, toutes les incompréhensions, et peut-être aussi toutes les volontés
que vous n'avez pas exprimé, Madame la Présidente, mais que parfois résonne dans le débat public de faire peur. Il s'agit simplement, en préservant la sécurité sociale, de faire en sorte que la loi puisse également prendre en compte des domaines qui aujourd'hui ne relèvent pas du champ de la sécurité sociale. Imaginez, Madame la Présidente, imaginez que l'année prochaine, à l'occasion de la réforme des retraites, nous voulions compléter le dispositif des retraites actuel par un dispositif adapté sur la dépendance. Eh bien, techniquement, il ne relèverait pas de façon stricte de la sécurité sociale. Et notre objectif, si Madame la Présidente, notre objectif, c'est de faire en sorte que la sécurité sociale soit évidemment préservée, mais en allant plus loin, Madame la Présidente, renforcée pour que la solidarité qui lie les citoyens entre eux, qui lie les Françaises et les Français entre eux, trouve de nouvelles richesses, de nouvelles forces pour accomplir ce qui est sa mission initiale. Je le dis parce que, s'agissant de quelque chose qui est au cœur de notre cohésion, et s'agissant de quelque chose qui est vécu par l'ensemble des Français comme un élément constitutif de leur identité, je ne crois pas que nous puissions vouloir mésinterpréter ce que des parlementaires essaient d'améliorer. Voilà, je le dis peut-être un peu solennellement, Madame la Présidente, il ne s'agit en aucune façon d'une remise en cause de la sécurité sociale, en aucune façon. Il s'agit de faire en sorte que ce qui nous lie, ce qui nous permet d'accompagner nos concitoyens qui en ont besoin, puisse être plus fort et plus durable. Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le Premier ministre. Moi j'entends bien votre réponse, mais quand même déjà, comment on peut accepter l'idée même que des députés veuillent enterrer notre sécu au détour d'un amendement furtif, fut-il peut-être d'ailleurs retiré devant le tollé qu'il a rapidement provoqué. Si on veut préserver la sécurité sociale, Monsieur le Premier ministre, on n'y touche pas. On peut la moderniser, on peut la développer, mais on ne touche pas à ce que Ambroise Croizat disait à l'occasion de l'adoption de la création de la sécurité sociale, à savoir que c'est une loi humaine et de progrès. Donc moi je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais on ne touche pas à notre sécurité sociale, on la modernise, on la développe et on n'y touche pas. Très bien. La parole est au président Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il n'y a pas si longtemps, lorsqu'une loi d'envergure arrivait devant le Parlement, tout était fait pour que les élus de la nation s'en emparent, en débattent, l'amendent dans les meilleures conditions. Ce temps est désormais révolu et permettez-nous de le regretter. En 7 ans, nous examinions une loi d'envergure pendant 2 voire 3 semaines. Je veux prendre un texte en exemple, la loi Macron. Belle loi, vous en conviendrez. Cette loi avait pris le temps parlementaire nécessaire. 3 semaines à l'Assemblée nationale, 3 semaines au Sénat en première lecture, des amendements très nombreux, des heures utiles en commission, le tout avec une promulgation à peine 8 mois après sa présentation en Conseil des ministres et un ministre qui avait goût au débat parlementaire, en tout cas à l'époque. Monsieur le Premier ministre, avec votre gouvernement, dans le laps de temps donné pour la loi Macron, nous devons désormais examiner 3 lois de même importance. Egalim, il y a 2 semaines, la semaine prochaine, la loi Avenir professionnel, la loi Elan dans la foulée, et je pourrais rajouter la loi sur les violences sexuelles et sexistes actuellement en débat. Nous sommes sur des sujets fondamentaux et vous donnez au Sénat 3 fois moins de temps. Il ne s'agit pas de se plaindre d'un trop plein, mais d'un trop mal. Nous ne voulons pas moins travailler, nous voulons mieux travailler. Parce que nous avons le souci de faire des lois de qualité et bien écrites pour les Français, c'est l'honneur du bicamérisme. Ma question est donc la suivante, Monsieur le Premier ministre. Suite au dysfonctionnement du calendrier législatif de ce printemps, allez-vous établir en septembre puis en janvier un programme équilibré de travail, vous y tenir pour le bon fonctionnement du Parlement afin que le temps nécessaire au débat et à l'écriture de la loi soit respecté? Pour vous répondre, la parole est au Premier ministre. Merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, vous m'interrogez sur la qualité du travail, l'organisation du travail parlementaire et le temps consacré au débat
qui est nécessaire pour pouvoir, conformément à ce qui est le rôle confié au Parlement par la Constitution, élaborer et voter la loi. Vous indiquez finement qu'il fut un temps où tout était parfait et qu'aujourd'hui tout est sombre. C'est ce que j'ai cru comprendre de votre question, Monsieur le Président. Je crois, Monsieur le Président, que les Français, en 2017, nous ont indiqué qu'ils voulaient probablement une forme de rupture avec ce qui avait jusqu'alors prévalu. Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi d'essayer d'argumenter dans le calme la réponse que j'essaie de formuler. Je crois qu'ils nous ont dit qu'il fallait qu'il y ait une forme de rupture, non pas avec l'essentiel de ce qu'est notre République, en aucune façon avec le bicamérisme, en aucune façon avec le rôle du Parlement, mais avec la capacité à transformer notre pays et peut-être à assumer, prendre des mesures qui, pendant trop longtemps, Monsieur le Président, n'avaient pas forcément été prises. C'est comme ça, en tout cas, que j'ai, pour moi-même, interprété l'élection du Président de la République, et c'est comme ça que j'ai interprété la très vaste majorité donnée à l'Assemblée nationale à ceux qui soutenaient le programme défendu par le Président de la République. Et il y a beaucoup à faire, je vous le concède, beaucoup à faire, en matière d'entrée dans l'enseignement supérieur, en matière de droit du travail, en matière de réforme du ferroviaire, en matière de budget. Il y a beaucoup à faire. Nous avons même parfois à prendre en compte des choses auxquelles nous ne nous attendions pas, et je remercie le Sénat d'avoir su adapter son calendrier, par exemple, à la fin de l'année dernière, au projet de loi rectificative en matière de finances qu'il a fallu prendre pour tenir compte de l'annulation par le Conseil constitutionnel d'un certain nombre de mesures et des coûts qui y étaient associés. Nous avons donc beaucoup de travail. Nous assumons le fait que le programme législatif soit intense. Les débats le sont également, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Sur tous les textes qui ont été présentés, il y a eu des débats que je crois riches, des débats auxquels vous avez vous-même, Monsieur le Président, vous, Mesdames et Messieurs les sénateurs, participé. Et je ne crois pas que l'on puisse dire, mais peut-être avons-nous une différence d'appréciation, je ne crois pas que l'on puisse dire que ces débats auraient été tronqués. Ils auraient sans doute pu durer plus longtemps. Le propre d'un débat, c'est qu'il peut souvent durer plus longtemps. Mais je préfère me poser la question de savoir si, à l'occasion de ces débats, Monsieur le Sénateur, les arguments ont été échangés. Est-ce qu'ils ont été mûris, pesés? Mon sentiment, c'est que ceux qui voulaient faire valoir des positions ont pu le faire. Et c'est tant mieux. Heureusement. Alors évidemment, la question du volume horaire du débat est une question intéressante. Je crois que la qualité du débat, plus que son volume horaire, est encore plus importante. Et je serai, comme aujourd'hui, toujours disponible, Monsieur le Président, pour participer à ces débats qui sont indispensables. Permettez-moi, et je le fais sans ironie aucune, de saluer la qualité du travail qui s'effectue dans cet hémicycle en matière de rédaction des lois. Je le sais. Monsieur le Président, vous pouvez témoigner de ce que je le dis systématiquement, et je me plais à penser que la qualité de ce travail permettra d'enrichir encore, grâce à votre concours, Monsieur le Président, l'action du gouvernement. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué le mot de rupture. Si dans votre esprit, la rupture, c'est un parlementarisme de plus en plus rationalisé, pour un pouvoir exécutif de plus en plus débridé, effectivement, nous ne nous comprenons pas. Un quinquennat, c'est 5 ans. Respect pour le Parlement, respect pour le travail d'enrichissement du Parlement, c'est ce que nous vous demandons. En tout cas, vous ne m'avez pas répondu sur les agendas à venir, je le regrette. Merci de prendre en compte la qualité de notre travail permanent ici dans la Haute Assemblée. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ma question porte sur les mesures que compte prendre le gouvernement
pour soutenir et accompagner les entreprises qui subissent l'effondrement du marché de la motorisation diesel. Si le diesel a longtemps été favorisé par les pouvoirs publics, sa part dans la vente de véhicules neufs et d'occasion diminue fortement en Europe et en France. Les inconvénients du diesel ancienne génération pour l'environnement et la santé ont conduit les pouvoirs publics à mettre fin à une fiscalité avantageuse. Plusieurs grandes villes comme Paris se sont engagées à sortir du diesel. Le 15 juin dernier, le PDG de l'alliance Renault-Nissan a annoncé vouloir diviser par 2 son offre diesel d'ici à 2022. Si l'on ne peut qu'adhérer à l'objectif de préservation de l'environnement, ce diesel bashing semble aujourd'hui hermétique à toute innovation, et notamment à celle de l'équipementier Bosch, qui permettra de réduire les émissions d'oxyde d'azote des moteurs diesel à un niveau bien inférieur à la future norme prévue en 2020. En août 2017, les conclusions de la mission sur les conséquences industrielles et sociales du déclin des motorisations diesel étaient claires. Bien que le diesel soit plus favorable que l'essence au regard des objectifs à émissions de CO2 et que les moteurs les plus récents soient beaucoup moins polluants, la chute du diesel est inéluctable. Elle préconisait une action volontariste des pouvoirs publics pour accompagner les reconversions des sites. En France, le diesel, c'est 12 000 emplois. Dans mon département, la Vienne, implanté par M. Monory, 2 entreprises sont concernées, les fonderies Fonte et Saint-Jean Industrie, dans le Châtelleraudais, ce qui ne manque pas d'inquiéter à la fois les élus et le président de la communauté d'agglomération, M. Hamelin. Cela représente près de 1000 emplois. Avec mon collègue, le sénateur LR de la Vienne, Yves Boulou, nous souhaitons savoir quel est l'avenir pour le diesel en France. Les mesures pouvant être prises pour soutenir et accompagner la filière industrielle diesel. Enfin, les partenariats envisagés avec les constructeurs et les régions pour trouver les orientations de reconversion permettant de préserver l'outil de travail et le savoir-faire quasi unique en Europe de ses ouvriers. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire, pour 2 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alain Fouché, vous l'avez très bien dit, il n'y a aucune raison de stigmatiser le diesel, il n'y a aucune raison de le favoriser non plus par rapport à la motorisation essence. Nous avons donc, avec le ministre d'État, Nicolas Hulot, sous autorité du Premier ministre, pris une décision que nous assumons, qui est d'aligner la fiscalité du diesel sur la fiscalité de l'essence, car il n'y a aucune raison de favoriser un carburant plutôt qu'un autre. Chacun a ses défauts en termes d'émissions de particules fines ou en termes d'émissions de CO2. Donc nous avons aligné rigoureusement la fiscalité de l'un et de l'autre. C'est une mesure de justice, c'est une mesure d'efficacité et c'est une mesure conforme à nos objectifs environnementaux. Ça me permet aussi de rappeler aux sénateurs que le ministre d'État chargé de l'environnement et le ministre de l'économie et des finances travaillent main dans la main sur cette politique énergétique. La première réponse est celle qui vise à accompagner les 12 000 emplois qui peuvent être menacés, toutes les usines, tout le savoir-faire, toutes les entreprises, la fonderie du Poitou, mais aussi l'usine Bosch à Rodez. C'est l'objet du plan pour le soutien à la filière que j'ai présenté le 7 décembre dernier, avec un maître mot, la diversification. Il faut aider ces entreprises à se diversifier. On le fait pour Bosch à Rodez, c'est 1800 emplois qui sont concernés, 1000 emplois chez vous dans votre département. L'État accompagne et continuera d'accompagner la filière diesel. S'agissant plus spécifiquement des fonderies du Poitou, la difficulté de l'usine, c'est qu'elle a quasiment un client unique, c'est Renault. J'interviendrai aussi auprès de l'entreprise Renault pour me faire l'avocat de cette entreprise et faire en sorte que nous trouvions des solutions entre l'entreprise La Fonderie du Poitou et l'entreprise Renault pour aider au développement et à la diversification de cette usine. Ensuite, il y a un problème plus général qui est le soutien à l'innovation, le développement de technologies nouvelles. C'est l'objet du Fonds pour l'innovation industrielle, 10 milliards d'euros qui résultent des cessions d'actifs. C'est dans l'innovation qu'on trouvera les meilleures réponses et le meilleur soutien à notre industrie. Merci. La parole est à notre collègue François Grosdidier pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre parce qu'elle porte sur l'intérieur, la justice et le budget. Les policiers et les gendarmes vont mal. Les suicides, les manifestations de policiers en colère ont révélé un malaise aux causes multiples.
D'où l'idée de notre collègue Gérard Longuet, portée par notre président Bruno Retailleau, de constituer une commission d'enquête sénatoriale. Elle a travaillé 5 mois sous la présidence de Michel Boutan, dans le consensus le plus large, sans aucun présupposé, en toute objectivité. En 5 mois d'investigation, nous avons pu constater l'étendue et la profondeur du malaise. Nous en avons aussi identifié les causes. Insuffisance de moyens, des locaux vétustes et même indignes, des véhicules usés jusqu'à la corde mettant en danger les personnels, des équipements insuffisants, moyens humains, question d'effectifs mais surtout de répartition du temps. Les 2 tiers sont mangés par la procédure pénale, il ne reste qu'1 tiers pour l'opérationnel. Problème profond de management, surtout dans la police, sollicitation comme jamais, 22 millions d'heures supplémentaires non payées, pas récupérables, des vies de famille impossibles, risque physique accru, du terrorisme aux violences quotidiennes, doublé de risques juridiques. On le voit encore à Nantes où certains présument la bavure et commettent des violences urbaines. Policiers et gendarmes sont en quête de sens et de reconnaissance. De reconnaissance quand ils ne sont pas soutenus ni par leur hiérarchie ni par les magistrats. De sens quand ils pédalent sur un vélo sans chaîne du fait de l'absence de réponse pénale adaptée. Alors nous proposons des solutions. Un rattrapage en investissement à portée du budget de l'État et des révolutions culturelles, management dans la police, procédures et réponses pénales qui ne demandent que de la volonté politique. Avez-vous, Monsieur le Premier ministre, cette volonté? Pour vous répondre, la parole est à Madame le ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Madame Gourault. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur François Didier. D'abord, Gros Didier, pardon. Excusez-moi. Votre Assemblée a donc rendu public avant-hier les conclusions de la commission d'enquête qu'il a consacrée à l'état des forces de sécurité intérieure. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, avait lui-même été entendu d'ailleurs par votre commission et comme vous le dites, vous avez eu l'occasion d'analyser avec lui les causes de ce malaise. Parmi elles, je ne peux pas tout citer, mais il y a 3 points sur lesquels je veux bien sûr insister. C'est bien sûr la sollicitation croissante des policiers et des gendarmes dans le contexte de la menace terroriste. Deuxième point, le sentiment d'une perte de sens face à la lourdeur de certaines procédures, comme vous l'avez évoqué. Et enfin, la diminution régulière des effectifs entre 2007 et 2012, puisqu'il y a eu la suppression de 12 500 postes de policiers et de gendarmes. Pour répondre à ce malaise, qui bien sûr, nous en sommes d'accord, ne date pas d'une année, la priorité du gouvernement en matière de sécurité a été très importante et permettez-moi de démontrer qu'il y a peut-être longtemps qu'aucun gouvernement n'a pas autant fait dans le domaine de la sécurité. Depuis 1 an, des engagements financiers ont été pris. Les crédits consacrés à la seule police nationale ont, par exemple, augmenté en 1 an de 2%. Vous savez qu'un effort particulier a été réalisé, comme vous l'avez vous-même noté, en matière d'investissement immobilier, avec 196 millions d'euros de crédits par an pendant 3 ans pour la police et 100 millions pour la gendarmerie, c'est-à-dire 9% de plus pour les uns et 5% de plus pour les autres. Par ailleurs, au plan humain, il a été créé 10 000 postes supplémentaires de police et de gendarmerie pour le quinquennat. Nous avons mis en place la police de sécurité. Nous avons créé 30 quartiers de reconquête républicaine. Nous avons renforcé les effectifs de gendarmerie. Nous avons accéléré le rythme des dotations numériques pour la gendarmerie et la police. Et la garde des Sceaux, et je termine, Monsieur le Président, est en train de préparer un projet de loi simplifiant la procédure pénale. Je vous remercie. Monsieur Gros-Didier, qui aura le droit à un peu de TVA. Madame la ministre, je regrette d'ailleurs que Monsieur le Premier ministre n'ait pas répondu, car vous nous confirmez ne pas avoir pris la mesure du problème. Le problème, ce n'est pas ce que droite et gauche avant vous ont fait ou n'ont pas fait. Vous êtes aux responsabilités, la situation est urgente et il y a des phénomènes nouveaux.
La réforme de la procédure pénale que vous nous annoncez, c'est 1/10 seulement de ce qu'il faudrait faire. Quand vous nous dites renouveler le parc, par exemple, des véhicules de la gendarmerie, vous budgétisez seulement ce qu'il faut pour maintenir la moyenne d'âge à 8 ans et vous avez annulé 40% des accusations, gelé les décisions. Donc vous êtes très loin du compte. On espère que cette prise de conscience se fera et que vous prendrez enfin les mesures nécessaires. La parole est maintenant de notre collègue Gérard Poadja pour le groupe de l'Union centriste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Armées. Madame la ministre, avec près de 1,800 millions de kilomètres carrés, la zone économique exclusive de la Nouvelle-Calédonie représente plus de 15% de la zone économique exclusive totale de la France. Cet immense espace maritime d'une biodiversité marine exceptionnelle qui abrite la deuxième plus grande barrière de corail au monde, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, est de plus en plus la proie d'actes de pêche illégale par des pirates venus d'Asie. Depuis mai 2016, 73 embarcations illégales ont été identifiées, 20 arraisonnées, 9 déroutées et près de 34 tonnes d'holoturies ont été saisies. C'est un véritable pillage des ressources halieutiques du pays auquel nous avons dû faire face. Pour endiguer les actions de pêche clandestine, nous disposons en tout et pour tout d'une frégate de surveillance, de 2 patrouilleurs P400 hors d'âge et d'un bâtiment multimission B2M. Le mois dernier, lors de l'examen du projet de loi de programmation militaire 2019-2025, vous avez indiqué que ces 2 patrouilleurs, vieux de près de 40 ans, seraient retirés de service actif en 2020. Vous avez également confirmé leur renouvellement à l'horizon 2022-2024. Je vous le dis, il serait inconcevable de laisser l'espace maritime calédonien en proie au pillage pendant 2 ou 3 ans, mettant ainsi à mal notre souveraineté. Aussi, Madame la Ministre, ma question est la suivante. Comment comptez-vous assurer la surveillance et la protection des eaux territoriales calédoniennes, mais aussi françaises, notamment entre 2020 et 2022 ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Madame Darrieussecq, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Poadja. Le gouvernement mesure parfaitement les menaces qui pèsent sur les zones économiques exclusives d'outre-mer et singulièrement de la Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour cette raison, vous l'avez dit, que dans la loi de programmation militaire, nous avons accéléré de 2 ans l'arrivée des patrouilleurs et de surcroît, nous avons augmenté leur nombre de 2 unités puisqu'ils passent des 17 qui étaient prévus initialement à 19. Ainsi, ce seront 11 bâtiments qui auront été livrés en 2025, renouvelant en profondeur cette composante qui avait pâti des arbitrages budgétaires antérieurs. Le premier des 6 nouveaux patrouilleurs livrés à partir de 2022 sera déployé prioritairement en Nouvelle-Calédonie. Ce qui vous inquiète, c'est bien sûr le retrait des 2 derniers patrouilleurs P400 basés à Nouméa et qui seront bien retirés en 2020 en raison de leur état et du faible stock de pièces de rechange disponibles. Mais les forces armées en Nouvelle-Calédonie resteront parfaitement en mesure de protéger la ZEE pendant cette période transitoire 2020-2022. Il y a notamment une frégate de surveillance, un bâtiment multimission, 2 avions de surveillance maritime de type Falcon 200 et en complément des moyens d'observation spatiale qui permettent d'affiner la surveillance maritime des vastes espaces de souveraineté de la France et de cibler les interventions de ces moyens. Et enfin, je souligne que la France renforce sa relation avec ses partenaires du Pacifique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, et que nous poursuivrons et nous amplifierons une coopération qui permet déjà de contribuer à la surveillance de la ZEE en Nouvelle-Calédonie. Merci. La parole est maintenant notre collègue Frédéric Marchand pour le groupe de La République En Marche. Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Madame Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Du 9 au 18 juillet prochain se tiendra à l'ONU le forum politique de haut niveau sur le thème de la transformation vers des sociétés durables et résilientes. 47 pays, dont la France, sont inscrits à cet événement qui rassemble sociétés civiles et politiques pour évoquer la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable. Notre pays est aujourd'hui moteur dans ce domaine, qu'il s'agisse de la transition énergétique et des annonces faites récemment dans le domaine des énergies renouvelables, de la préservation de la biodiversité ou bien encore de l'économie circulaire, avec une question cruciale qui se pose à l'humanité entière, celle des déchets plastiques. Vous en avez d'ailleurs fait un axe majeur de la stratégie pour une économie circulaire présentée le 23 avril dernier. Au niveau mondial, environ 5 à 13 millions de tonnes de plastique rejoignent chaque année l'environnement marin et si l'on ne fait rien, on estime qu'il pourrait y avoir plus de plastique que de poissons dans les océans en 2050. Pour y parvenir, la mesure 1 de la feuille de route pour l'économie circulaire demande aux industriels d'entrer dans la boucle et d'incorporer davantage de matières premières issues du recyclage dans les produits, tout en assurant leur qualité, leur traçabilité et une réelle sécurité pour les citoyens. 55 industriels et fédérations viennent de s'engager dans le but de tenir cet objectif essentiel en matière de développement durable, mais aussi en matière de gisement d'emploi. Au-delà de ces premiers signataires, nombre d'acteurs sont déjà présents sur ce champ vertueux. Ainsi, dans le Nord et dans le Cambrésis tout particulièrement, et je salue les élus et entreprises du territoire concerné qui sont présents ici ce jour, l'entreprise Enoplast Industrie est pionnière en matière de recyclage du polyvinylbutyrol, film plastique que l'on trouve dans les pare-brises et vitrages feuilletés. Cette pépite, c'est sans conteste l'illustration de cette French Touch que vous aurez à cœur, Madame la Secrétaire d'État, j'en suis persuadé, de mettre en avant et qui a été au cœur de la restitution ce matin des ateliers citoyens Votre Europe d'Europe en 2030. Mais au-delà, pouvez-vous nous indiquer quel sera le principal message porté par la France pour faire en sorte que nous assurions pleinement notre rôle de premier de cordée du développement durable? Merci. Pour la parole est à Madame la Secrétaire d'État auprès du ministre d'État. Madame Brune Poirson, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Marchand, vous avez raison, la France a une responsabilité particulière à tirer le reste du monde vers le haut en matière environnementale. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que le Président de la République en a fait une priorité de sa politique internationale. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé une initiative ambitieuse en matière d'objectifs de développement durable et que, à ce titre, j'ai d'ailleurs mobilisé l'ensemble de mes collègues ministres. Et c'est pourquoi, dans ce cadre, je me rendrai d'ailleurs au forum politique de haut niveau qui va avoir lieu ce mois-ci, au milieu du mois, aux États-Unis. Parce que cet agenda, eh bien, c'est la boussole des Nations Unies pour guider, accélérer les actions concrètes en faveur du développement durable dans tous les pays du monde. Mais si nous voulons être au rendez-vous, eh bien, nous avons besoin de la mobilisation de chacun, et notamment des entreprises, petites comme grandes. Et je sais que sur la question de l'économie circulaire, leur importance est vitale parce que ce sont elles qui sont source d'innovation. Et c'est pour cette raison-là d'ailleurs qu'avec le Premier ministre et dans le cadre du plan biodiversité, eh bien, nous avons lancé une initiative ambitieuse en la matière parce qu'il s'agit de lancer une véritable politique industrielle en faveur du recyclage pour que nos entreprises, nos territoires soient en avance et soient plus compétitifs. Parce que l'économie circulaire, c'est un potentiel de 300 000 emplois non délocalisables sur nos territoires. Et vous l'avez souligné, nous avons reçu lundi avec Delphine Gény-Stéphan les 55 premiers engagements d'industriels et de fédérations qui vont permettre de doubler les volumes d'incorporation de plastique recyclé. C'est un début, ce n'est qu'un début, et il y a beaucoup d'entreprises comme celle que vous citez, Monsieur le Sénateur, et je sais que vous vous attachez particulièrement à soutenir, à identifier les meilleures pépites que nous avons en France et en particulier sur votre territoire en matière de recyclage. C'est ce genre d'entreprise que nous devons aider par tous les moyens, parce que ce sont elles qui créent des emplois et qui sont moteurs pour la compétitivité de notre pays. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est à notre collègue Michel Dagbert pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé. Madame la Ministre, la facilité aurait été de vous interroger sur le report du plan pauvreté. Mais comme chacun ici le sait, en juillet et août, les pauvres dépensent un fric fou sur les plages. Aussi, ma question portera sur ce grand malade qu'est l'hôpital public.
J'ai été surpris qu'en réponse au député Alain Brunel avant-hier, vous ayez eu des mots forts, très forts, qualifiant de mercenaires les médecins qui se tournent délibérément vers l'intérim et sont payés jusqu'à 2 000 € pour une garde. Si sur le plan éthique et moral, cette situation est des plus choquantes, et nous en convenons, n'en faites pas l'arbre qui cache la forêt, car elle ne saurait à elle seule expliquer le mal profond dont souffre notre système de santé, et plus particulièrement l'hôpital public. Je n'insisterai pas non plus sur l'état de tension qui y règne, si ce n'est pour saluer l'ensemble des professionnels qui œuvrent chaque jour, y compris à l'heure où nous parlons, et qui s'apprêtent à vivre un été dont on peut craindre qu'il sera de tous les dangers. Vous voulant rassurante, docteur, vous avez dit que l'hôpital public était monitoré. Mais quand on commence à mettre un patient sous moniteur, c'est qu'on redoute l'arrêt cardiaque. Ceci est loin de rassurer les acteurs de l'hôpital public et notamment celles et ceux qui auront à gérer l'afflux de patients alors même que des services seront fermés faute de médecins. Aussi, Madame la Ministre, sur quel dispositif comptez-vous vous appuyer si l'alarme du monitoring vient à se déclencher dans nos centres hospitaliers comme dans nos hôpitaux de proximité? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement, Christophe Castaner. Pour 2 minutes, vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur, il est important de rappeler d'abord l'engagement de la puissance publique pour nos hôpitaux et l'engagement de ce gouvernement, puisque le budget de nos hôpitaux publics augmente cette année d'1 milliard d'euros afin de développer partout où c'est nécessaire les moyens pour apporter soins et assistance à celles et ceux qui en ont besoin. Mais cela n'empêche pas des situations de tension à l'année dans un grand nombre d'hôpitaux, mais aussi à certains moments de l'année et en particulier pendant l'été. Il y a d'abord la question de la gestion du risque chaleur. Et ces jours-ci montrent bien toute l'importance de la mobilisation de l'ensemble du secteur hospitalier, mais aussi des collectivités locales, pour que nous puissions, dans le cadre du plan national canicule que la ministre anime, mobiliser et impliquer l'ensemble des acteurs pour apporter à la fois sensibilisation, mais aussi accompagnement pour les personnes les plus vulnérables, qu'elles soient dans des EHPAD, dans les hôpitaux ou à domicile aussi, et c'est pour ça que les maires, que chacun et chacune d'entre nous ici connaissons bien, doivent se mobiliser. Et les mairies ont été invitées à se mobiliser sur ce sujet. La ministre a été le 29 mai au centre hospitalier de Versailles afin de vérifier les dispositifs pris pour anticiper et gérer l'impact sanitaire des périodes de canicule. Il est important aussi, et c'était le sens de votre question, de s'intéresser à la question de la ressource humaine, et en particulier pendant la période estivale, et la ministre des Solidarités et de la Santé a pris la situation en main avec les agences régionales de santé, d'abord avec une enquête qui a été réalisée fin mai auprès de l'ensemble de l'offre hospitalière française pour connaître le taux régional prévisionnel de lits ouverts en juillet et en août dans chaque région, avec un tableau de suivi quotidien pour qu'effectivement il y ait cette capacité d'offre de soins qui permette d'accompagner cela. Et nous devons veiller également à augmenter la capacité d'accueil des urgences, et c'est la mission qui a été confiée par la ministre pour favoriser l'ouverture de lits dans les zones touristiques. Vous le voyez, il y a effectivement des tensions, mais nous avons un service public de qualité qui sait aujourd'hui répondre dans de bonnes conditions, même si tout n'est pas parfait sur ce sujet, et on sait pouvoir compter sur l'ensemble des acteurs du milieu hospitalier pour garantir la meilleure sécurité pour les patients et celles et ceux qui viennent dans nos hôpitaux. Monsieur Dagbert, vous avez quelques secondes. Quelques secondes, Monsieur le Président, pour donner rendez-vous en septembre en espérant que la situation aura été gérée, parce que la circulaire du 23 mai a créé beaucoup d'émoi, y compris chez les directeurs de centres hospitaliers. Merci. Merci. La parole est à notre collègue Corinne Imbert pour le groupe Les Républicains. Pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le Premier ministre. Il y a quelques jours, le Président de la République a présenté les contours du service national universel. En mars 2017, le candidat Emmanuel Macron annonçait que le service national universel serait encadré par les armées et la gendarmerie nationale afin de pouvoir disposer d'un réservoir complémentaire de la garde nationale. Aujourd'hui, nous apprenons que ce dispositif n'a plus grand-chose de militaire. Le candidat Emmanuel Macron annonçait une durée de service comprise entre 3 et 6 mois. Aujourd'hui, on parle de 2 stages de 15 jours.
Je commence à douter du fait que le service sera vraiment national et vraiment universel. Alors oui, il y a des points positifs. L'apprentissage des gestes de premier secours, la prévention contre l'illettrisme. Mais face aux nouvelles menaces et aux nouveaux enjeux que connaît actuellement le pays, ce service national universel mérite une plus grande ambition. La cohésion nationale est une valeur que l'on ne peut pas inculquer à notre jeunesse en l'espace d'un mois. Si ce projet de service national universel devait en rester là, alors il vaudrait mieux l'abandonner et renforcer les dispositifs existants, tels que le service civique, la préparation militaire découverte et la préparation militaire supérieure. On ne peut pas imaginer dépenser plus de 1,5 milliard d'euros par an pour un outil dont la portée et l'utilité en termes de sécurité nationale seront plus que limitées. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, le gouvernement entend-il revoir sa copie concernant le service national universel afin de créer un dispositif efficient et adapté aux réalités de la France de 2018 ? Pour vous répondre, la parole est à Madame la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Imbert, posez une question qui est difficile. Vous avez parlé des engagements du candidat Emmanuel Macron, mais je crois me souvenir que tous les candidats s'étaient engagés dans cette voie, sans qu'aucun décrive d'ailleurs ce qu'ils souhaitaient faire, ni quels moyens ils y mettaient. Donc je crois qu'il y a eu la sagesse, le président de la République et le Premier ministre ont eu la sagesse de faire un travail approfondi, de le confier à un groupe de travail qui a remis un cadre récemment, et Monsieur le Premier ministre a présenté ce cadre récemment lors du Conseil des ministres, un cadre qui allie, je crois, l'intérêt de ce service et ce qu'il apportera à une jeunesse dont nous avons besoin pour retrouver de la cohésion nationale dans un creuset républicain, et d'autre part l'acceptabilité par la jeunesse, bien sûr, la faisabilité concrète de ce service. Et je crois qu'il faut que nous restions à la fois efficaces et pragmatiques. Et c'est ce qui a guidé le groupe de travail et qui guide la réflexion de notre gouvernement. Alors, un mois de service obligatoire. Je crois que c'est un mois où on peut mettre à profit tout ce que vous avez décrit et sur lesquels je ne reviendrai pas, mais aussi d'aller vers des projets partagés entre les jeunes et au-delà de 3 mois de service national volontaire, de service supplémentaire volontaire, avec les dispositifs existants qui seront renforcés, le service civique notamment, plus toutes les réserves, par exemple, opérationnelles qui existent, plus toute action qui pourrait être labellisée comme un service au soutien d'autrui, eh bien, je crois que ce service national, qui va faire l'objet d'une grande consultation à laquelle vous participerez, mesdames et messieurs les sénateurs, je le souhaite, d'une très grande consultation nationale, nous permettra d'en définir, de remplir ce cadre que nous avons mis en œuvre. Mais ce cadre, il me paraît à la fois concret et réalisable. Merci, Madame la sénatrice. Merci, Madame la Ministre. Madame Imbert. Merci, Monsieur le Président. J'entends bien, Madame la Ministre, mais le candidat Emmanuel Macron est aujourd'hui président de la République et il me paraissait légitime d'interroger le gouvernement sur ce sujet-là. Dans le cadre de la loi de programmation militaire, et vous le savez bien, le Sénat a voté ici des crédits supplémentaires pour permettre la mise en place du service national universel. Et je tenais à le rappeler. Aujourd'hui, cette nouvelle version du service national, c'est autre chose, c'est un changement de paradigme. Elle ne répond pas, à mon avis, à la réalité de notre pays qui est en proie régulièrement à des menaces d'attentats, il ne faut pas l'oublier. Le récent rapport du Sénat sur l'état de santé inquiétant de notre police et de notre gendarmerie nous l'a rappelé. Nos forces armées ont besoin de soutien opérationnel et pas d'apprentis Don Quichotte. Merci. La parole est à notre collègue Antoine Lefèvre pour le groupe Les Républicains. Merci. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Comme l'a évoqué avant moi notre collègue Michel Vullien, le détenu qui aurait dû être le plus surveillé de France s'est à nouveau fait la belle, dans des circonstances consternantes pour notre système pénitentiaire et par là même pour votre ministère. Cette prison modèle n'en était pas une. Avec sa course en protection aérienne, maintes fois signalée comme le point le plus faible de sa sécurisation, le choix d'y maintenir un tel détenu comportait un risque maximum. Vos services n'en ont pas saisi l'urgence malgré les appels répétés de la direction régionale afin d'obtenir son transfert. Le personnel pénitentiaire a été ainsi mis en situation de grand danger.
Depuis dimanche, toutes vos déclarations, plutôt convenues, ne sont pas rassurantes, tout comme la réponse que vous avez apportée tout à l'heure. Avez-vous réellement besoin d'une enquête de 15 jours pour comprendre ce qui s'est passé et surtout pour réagir? Des images tournées par des détenus et circulant sur Internet nous renseignent déjà sur le déroulé de cette évasion à la James Bond. Comment pensez-vous, Madame la Ministre, faire évoluer le système pénitentiaire et toute la chaîne pénale après cet événement d'une gravité exceptionnelle? Madame le garde des Sceaux, pour vous répondre, Madame Belloubet. Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Lefèvre, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, je tirerai toutes les conséquences liées au rapport d'inspection qui me sera présenté. Je crois qu'il faut effectivement des éléments qui soient stabilisés. Ce ne sont pas simplement des images, ni même ce que j'ai pu voir de mes propres yeux qui peuvent me permettre de tirer des conclusions, mais un certain nombre d'éléments qui soient irréfutables. Je voudrais simplement dire que je n'ai pas attendu cet événement grave pour engager des politiques en faveur de la sécurité des établissements qui sont destinés à prévenir ces évasions. La direction de l'administration pénitentiaire, à ma demande, travaille selon 3 axes. D'abord, observer la population pénale pour prévenir, pour déceler des indices. C'est le travail du renseignement pénitentiaire qui se déploie de manière extrêmement importante. Ensuite, nous avons également mis en place des systèmes importants d'affectation des détenus dans des établissements qui correspondent à leur profil. C'est tout le travail de construction des établissements pénitentiaires adaptés que nous déployons. Enfin, nous faisons des efforts importants en termes de sécurité des établissements. Et je vous cite uniquement quelques actions que nous entreprenons. Nous privilégions la vidéoprotection, les dispositifs anti-projection, les dispositifs de détection, notamment de métaux, la sécurité aux abords des établissements, les équipements de sécurité pour les agents. Tout cela, nous le faisons et nous travaillons également pour lutter contre le fléau des téléphones portables. Nous avons passé un nouveau marché de brouillage des téléphones pour éviter les communications illicites. Ce nouveau marché est en cours de déploiement, il se poursuivra à l'automne. L'ensemble de ces mesures, qui nécessitent des moyens importants, sera confirmé par la loi de programmation que je vous présenterai. Et je dois dire également qu'il s'accompagne d'un important effort en termes de recrutement des personnels. Nous nous engageons sur les 5 années à recruter 6 500 emplois. Je crois que l'ensemble de ces éléments témoignent de notre volonté à la fois d'assurer la sécurité des agents et la sécurité des Français. C'est notre seul objectif. Monsieur Lefèvre, vous avez la parole. Oui, Madame la Ministre, vous le savez, je suis rapporteur de la mission Justice et je connais les difficultés budgétaires de votre ministère. À ce titre, je regrette la récente annulation de crédit de 340 millions au titre de la pénitentiaire qui ne serait pas reportée pour 2018. Vous avez certes la volonté de recruter plus de surveillants, mais si leur sécurité n'est pas assurée, qui va se porter candidat? Plus que jamais, les revendications des organisations syndicales du début d'année sont d'actualité. À nouveau, je veux vous interpeller sur la prolifération des portables en prison. Plus de 20 000 ont déjà été saisis depuis le mois de janvier. À Fleury-Mérogis, 56 téléphones et objets connectés ont été trouvés dans une même cellule, une vraie téléboutique. Alors même que les agents et les surveillants doivent laisser leur portable à l'entrée. 14 millions de crédits ont pourtant été votés pour l'équipement en nouveaux brouilleurs. Vous nous avez dit un mot à l'instant. Visiblement, les résultats se font attendre. La population carcérale a évolué. Elle est plus violente, elle est plus jeune, pour partie radicalisée et désormais toujours connectée. Madame la Ministre, il est urgent de proposer en ce domaine des solutions vraiment efficaces et pérennes. Merci. La parole est de notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Comme beaucoup, j'ai la conviction qu'il n'y a pas d'économie forte sans industrie forte. Or, l'industrie française n'occupe pas la place qui devrait être celle de la 5e puissance mondiale. Le déficit commercial de notre industrie s'accroît et nuit à la compétitivité économique et à l'emploi. La politique industrielle de la France est aujourd'hui à la croisée des chemins. Elle est trop souvent abordée pour dénoncer ses insuffisances lorsque les projecteurs médiatiques sont braqués sur des dossiers brûlants, Alstom à Belfort, ArcelorMittal à Florange, les Conti, sans oublier Whirlpool à Amiens et bien d'autres. Votre gouvernement a dans ce contexte une responsabilité importante. Il doit afficher une politique industrielle ambitieuse, tout entière tournée vers la modernisation de notre industrie, s'inscrivant dans les objectifs de transformation et de transition écologique que vous affichez. Dans mon département, au sein de l'espace métropolitain du Grand Nancy, la vallée du Sel compte 5 000 emplois industriels directs et indirects. Le gouvernement a lancé en août 2017 un appel d'offres biomasse auquel la société Novacarb
forte de 13 300 emplois a répondu. Il vise à substituer l'utilisation du charbon par la biomasse comme énergie pour assurer la pérennité et le développement d'une unité de production de bicarbonate plus que centenaire. 100 créations d'emplois sont à la clé. Or, la réponse se fait toujours attendre, malgré une mobilisation générale unanime en faveur de ce projet. Monsieur le Premier ministre, quelle est la stratégie de l'État en faveur et au service de l'industrie française? Avec quels moyens? Et confirmez-vous que le projet Novawood à Lanneville devant Nancy est une solution que vous engagez à soutenir, d'autant qu'il répond aux objectifs écologiques et économiques de la France? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Husson. Je vous rejoins volontiers, Monsieur le sénateur, lorsque vous dites qu'il est difficile d'envisager l'avenir d'un pays comme la France, sa force et sa puissance, sans envisager une industrie et une industrie compétitive. Je le crois profondément. La question qui nous est posée n'est pas celle d'un attachement théorique à l'industrie. La question qui nous est posée, c'est celle d'une politique industrielle, ou plus exactement d'une politique qui permet de renforcer la compétitivité de nos industries. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés résolument avec le gouvernement, à la suite d'un certain nombre d'initiatives qui avaient d'ailleurs déjà été prises, mais en essayant d'en réorganiser d'autres, dans une direction faite à la fois de structuration des filières industrielles par elles-mêmes, parce que nous considérons que la logique de filière industrielle est probablement la plus féconde pour développer la compétitivité de notre industrie, de simplification des normes applicables, de soutien et de financement de l'innovation, et notamment de l'innovation de rupture à travers des instruments qui seront mis en place grâce notamment aux produits des cessions d'un certain nombre de participations que l'État détient dans des grandes entreprises, et puis à une réduction de la fiscalité applicable au monde de la production en général et à l'industrie en particulier, avec des soutiens et la perspective d'une diminution de ce que l'on appelle la fiscalité de production. Donc nous sommes résolument engagés en cette matière, et comme vous, Monsieur le sénateur, je crois qu'il faut concilier cette politique industrielle avec l'impératif de transition écologique qui a été formulé et qui est porté au sein de ce gouvernement, notamment par le ministre d'État Nicolas Hulot. Le cas que vous évoquez, celui de la vallée du sel, celui de l'appel d'offres qui a été passé, est un cas qui s'inscrit dans un certain nombre de programmes envisagés par les gouvernements successifs, dont l'idée est de faire en sorte que nous puissions produire de l'électricité en utilisant, c'est le cas à cet endroit, de la biomasse. J'ai vu ces appels d'offres, en effet. Je constate que leur construction conduit à des résultats où le contribuable et le consommateur en arrivent à payer l'électricité au moins 3 fois au-dessus du prix du marché. Alors, je peux très bien comprendre l'argumentation qui consiste à dire, lorsqu'il s'agit de développer une filière industrielle, lorsqu'il s'agit de sauver des emplois, faire surpayer par le consommateur et faire accompagner l'électricité par le contribuable peut avoir un impact. C'est vrai, nous l'avons déjà fait. Mais dans le cas que vous mentionnez, cet appel d'offres conduit à au fond un engagement d'environ 850 millions d'euros d'argent public, 850 millions d'euros d'argent public, pour une solution qui permettra le développement, vous l'avez dit, Monsieur le sénateur, d'une centaine d'emplois. C'est très important. C'est très important. Mais je crois que nous pouvons, compte tenu de l'attachement qui est le nôtre à l'industrie française, nous poser la question de savoir si ces 850 millions d'euros d'argent public sont effectivement employés comme ils le doivent et effectivement employés au soutien de la compétitivité de l'industrie française. Et la vérité, Monsieur le sénateur, c'est que je n'en suis pas sûr. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au préfet de reporter la date à laquelle les obligations réglementaires qui s'imposaient à l'entreprise étaient prévues, pour laisser à l'entreprise le temps de s'adapter. Je pense que c'est indispensable de ne pas prendre par surprise l'entreprise et ses salariés. Mais je crois que nous pouvons tous ensemble fixer comme objectif, nous fixer à nous-mêmes comme objectif, l'idée que le soutien à l'industrie française,
qui est indispensable et qui est légitime, doit prendre les formes les plus efficaces. Très souvent, monsieur le sénateur, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire, je dis lorsque nous déployons de l'argent public, quel que soit le domaine dans lequel nous déployons, nous devons nous demander si nous le faisons de façon efficace, c'est-à-dire si nous préparons l'avenir et si nous atteignons les objectifs que nous nous fixons. Surpayer l'électricité par le consommateur et verser des subventions considérables, qui n'ont pas d'ailleurs été financées, qui sont dans aucune trajectoire de finances publiques, je ne crois pas que ce soit le meilleur moyen de soutenir l'industrie française. C'est la raison pour laquelle nous allons travailler, je m'y engage, avec l'entreprise, avec les autorités publiques locales, pour trouver les solutions efficaces et peut-être un peu moins triviales que cet appel d'offres, pour soutenir cette entreprise et préserver le développement industriel français. Je vous remercie, monsieur le sénateur. Monsieur Husson, quelques secondes. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre, d'abord pour la réponse argumentée et surtout pleine de sagesse et de vision, qui est une vision stratégique, économique. Sachez que dans mes responsabilités, notamment autour de l'écologie et du développement durable à la Commission des finances, et étant élu du territoire, je suis tout à fait disposé, à vos côtés et aux côtés de toutes les bonnes volontés, on n'en manque pas, pour trouver effectivement une voie d'avenir et des solutions répondant aux préoccupations de notre territoire. Merci. Merci. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, merci de votre présence. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité auront lieu mardi prochain à 16h45. Je suspends la séance. Elle sera reprise à 16h20 pour la suite du projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Merci. Voilà pour cette séance de questions d'actualité au gouvernement que vous avez pu suivre en intégralité et en exclusivité sur Public Sénat. Alors on retiendra de cette séance de questions d'actualité tout d'abord deux échanges sur l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd, avec cette question posée en ouverture de la séance par Michèle Vullien, sénatrice UC. Je me questionne sur la succession hallucinante de signes avant-coureurs non pris en compte, a-t-elle déclaré. On retiendra également l'intervention d'Antoine Lefèvre qui lui a parlé d'événements d'une gravité exceptionnelle et qui lui s'est interrogé sur le fait qu'il y avait eu de nombreux signes qui avaient été donnés et qui n'ont pas été pris en compte par les services du ministère de la Justice. Par 2 fois, la garde des Sceaux Nicole Belloubet a répondu, la garde des Sceaux qui a déjà exclu de démissionner par rapport à ces événements. Elle a tout d'abord dit avoir diligenté une inspection et elle tirera toutes les conséquences. Il y aura des sanctions s'il faut qu'il y en ait, a-t-elle déclaré. Et elle a également fait valoir tout son bilan, notamment au niveau budgétaire. En la matière, non, elle n'a pas attendu ces événements graves pour agir. On retiendra également de cette séance de questions d'actualité l'interpellation de François Grosdidier sur les moyens très insuffisants pour lui, pour les forces de sécurité intérieure, la police et la gendarmerie. Tout cela issu des travaux de la commission d'enquête dont il a été rapporteur pour lui. Ces forces de sécurité sont en train de pédaler sur un vélo sans chaîne. Elles manquent de tout, elles manquent de bureaux, de véhicules, elles manquent de munitions. Face à lui, Jacqueline Gouraud a répondu, Gérard Collomb était absent de l'hémicycle aujourd'hui, cela fait longtemps qu'un gouvernement n'a pas autant fait et dégrené tous les budgets qui ont été débloqués. Cela ne fait qu'un 10e de ce qu'il faudrait, a finalement conclu François Grosdidier. Enfin, on retiendra comme dernier temps fort l'échange entre le président du groupe socialiste Patrick Kanner et Édouard Philippe, le Premier ministre, sur l'organisation du travail législatif alors que les textes plus importants que les autres se bousculent et qu'il y a de moins en moins de temps pour les examiner, notamment prochainement Élan ou encore la loi sur l'avenir professionnel. Édouard Philippe a fait valoir que les Français avaient voté pour une rupture en 2017. Patrick Kanner, lui très applaudi, a appelé au respect du travail d'enrichissement de l'ensemble du Parlement. Merci à vous, Tam, pour votre analyse et toutes ces précisions. Et on retourne à la salle des conférences où nous attend Saveria Rojek avec votre première invitée. C'est la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. C'est à vous. Absolument. Bonjour Nicole Belloubet. Merci de répondre à nos questions. Une réaction tout d'abord au projet de loi sur les violences, de lutte contre les violences sexuelles. Le gouvernement a fait le choix d'abandonner une des mesures les plus controversées de l'article 2, qui était donc le délit d'atteinte sexuelle sur mineur avec pénétration. Pourquoi avoir fait ce choix d'abandon ? Eh bien, nous avions construit ce texte avec l'idée, et c'est toujours son objet, de renforcer la sanction contre les crimes de viol. Pour ce faire, nous avions construit un continuum répressif
avec des atteintes sans pénétration, des atteintes avec pénétration et le crime de viol. Manifestement, il nous était reproché de tenter de correctionnaliser des crimes avec pénétration, donc, de tenter de les basculer en tant que délit. Nous avons expliqué, j'ai vraiment montré que tout cela avait été construit dans un souci de progressivité pour améliorer les sanctions. Je crois que cela n'a pas été compris, on craignait qu'il y ait des ambiguïtés. Donc, pour que les choses soient plus simples, nous avons préféré effectivement retirer cette disposition. Les opposants au texte jugent qu'il n'est pas assez protecteur pour les mineurs. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas le cas? Je pense que c'est un texte extrêmement protecteur. Il ne faut pas perdre cela de vue. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit il y a un crime de viol. La preuve du viol est considérablement facilitée pour les moins de 15 ans, puisque la contrainte, la surprise seront vraiment considérablement facilitées du fait de l'absence de discernement en matière sexuelle. Donc, si vous voulez, il est évident que les juges auront à leur main l'ensemble des outils qui leur permettront de mieux assurer les condamnations de ces crimes. Très rapidement, Madame la garde des Sceaux, vous avez été interpellée sur une autre affaire importante aujourd'hui, deux questions d'actualité sur bien sûr l'évasion de Redouane Faïd et son transfert qui aurait été demandé 9 jours avant son évasion à l'administration pénitentiaire, transfert refusé ou en tout cas reporté jusqu'en septembre. Est-ce que l'évasion de Redouane Faïd aurait pu être évitée? Je ne sais pas si elle aurait pu être évitée. En tout cas, mon objectif, c'est évidemment d'assurer la sécurité des Français et donc la sécurité dans les établissements pénitentiaires. Pour cela, j'ai évidemment demandé immédiatement à ce qu'une mission d'inspection ait lieu. Je tirerai toutes les conséquences de cette mission, à la fois en termes généraux et si c'est nécessaire en termes individuels, car il est évident que c'est l'objectif premier, assurer la sécurité des Français. Et s'il y a des alertes qui ont été faites et qui n'ont pas été suivies des faits, eh bien, je le redis, j'en tirerai les conséquences. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir répondu à la question. Merci. Merci à vous, Saveria, pour cette première réaction. Et j'ai le plaisir d'accueillir Ronan Dantec. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur écologiste rattaché au groupe RDSE. On vient de l'apprendre de la part du procureur. Le policier qui a tué un jeune homme à Nantes a été placé en garde à vue. Ce matin, Édouard Philippe, le Premier ministre, était sur place. Il demande que toute la lumière soit faite sur ce qui s'est passé, tout en soutenant les forces de l'ordre. Comment réagissez-vous? Je crois qu'effectivement, il faut faire preuve de beaucoup de sang-froid. Je crois que là, il faut effectivement qu'on éclaircisse totalement ce qui s'est passé. Il y a eu mort d'homme, c'est un fait grave. Et pour autant, c'est évident que rien ne justifie de brûler un centre de santé médicale, des commerces de proximité, de rendre encore plus difficile la vie dans certains quartiers. Je crois que la ville de Nantes, que je connais bien, j'en suis conseiller municipal, a fait beaucoup d'efforts sur la mixité sociale. Un quartier comme Malakoff, par exemple, il y a eu énormément d'investissements humains et financiers pour sortir ce quartier d'une logique de ghetto. Il y a de la colère des habitants aussi après ce qui s'est passé. Beaucoup parlent de bavure. On sait qu'il y a deux versions qui s'affrontent. Mais là, il y a garde à vue. Il va y avoir enquête. Moi, je ne vais pas intervenir à ce stade. Je crois que ce n'est pas du tout notre rôle. Il faut effectivement qu'il y ait éclaircissement total sur cette affaire. Après, qu'est-ce que ça dit ? Que malgré une ville vraiment mobilisée sur ces questions-là depuis longtemps, Jean-Marc Ayrault avait fait beaucoup aussi, on n'est pas à l'abri de l'explosion sociale. Et c'est un message pour toute la France. Si on ne lutte pas contre les précarités, si on ne débloque pas l'ascenseur social, si une partie de la population française a toujours le sentiment d'être confinée, d'être bloquée, il y aura toujours des étincelles. Celle-ci est absolument tragique, mais il faut absolument entendre ce message-là, et c'est la réponse sociale qui est l'enjeu aujourd'hui. On sait qu'il y a aussi des incidents à Garges-les-Gonesse, dans le Val d'Oise, de là où était originaire justement cette personne. Il faut absolument débloquer l'ascenseur social. La lutte contre la précarité, ça doit être une priorité de tous aujourd'hui dans ce pays. Et je crois que c'est encore des faits qui là-dessus doivent agir comme un élément d'alerte, en plus du fait d'éclaircir évidemment totalement ce qui s'est passé et de rester aussi ferme dans la condamnation des violences qui ont suivi, qui ne règlent évidemment rien. Tout en soutenant les forces de l'ordre, vous les soutenez ? Les forces de l'ordre qui font leur travail, tout le monde les soutient, évidemment. Par contre, s'il y a un policier, mais on n'en sait rien, donc je suis extrêmement prudent, a fait une erreur grave, il doit aussi être sanctionné, la justice doit passer. Je crois qu'on en est à ce stade-là, mais
Notre responsabilité, c'est de répondre socialement à ce qui se passe. Alors, je disais, Édouard Philippe était ce matin justement à Nantes. Il a annoncé la création d'un fonds de compensation pour les riverains de l'aéroport de Nantes-Atlantique, notamment si ces personnes font des travaux d'insonorisation. Vous attendiez ces mesures? Ça, c'est un peu des mesures de base, mais j'espérais qu'il soit plus clair. Il se trouve que sur ce dossier que je suis depuis longtemps, je n'ai pas juste été opposé au transfert à Nantes-Atlantique, à Notre-Dame-des-Landes. Depuis 30 ans, je défends aussi l'interdiction des vols de nuit sur Nantes-Atlantique. Là, le Premier ministre a été assez ambigu. Je crois qu'il faut aller au bout. Il faut interdire les vols de nuit. On sait que ça a des conséquences économiques sur les vols charters. Et derrière, et ça je le dis aussi fortement, ça veut dire qu'il faut vraiment travailler sur l'offre charter à l'échelle de l'ouest de la France, pas simplement de Nantes-Atlantique, mais regardez aussi la plateforme de Brest, qui est une plateforme importante, peut-être même celle d'Angers, et que tout ça travaille ensemble. Comme Vinci, comme là, le contrat avec Vinci d'exploitation est dénoncé, peut-être faut-il raisonner à une vision beaucoup plus coordonnée de l'offre charter sur l'ouest, avec peut-être un exploitant unique pour l'ensemble des plateformes. Sinon, on va encore rester dans quelque chose un peu à mi-chemin et on ne répondra pas aux grands enjeux de nuisance. La première nuisance, c'est les vols de nuit, il faut les interdire. Alors l'actualité qui vous concerne, Ronan Dantec, c'est aussi ce plan biodiversité qui a été annoncé hier à la fois par Nicolas Hulot et Édouard Philippe. Nicolas Hulot qui a été interpellé par votre collègue Joël Labbé en séance. On écoute tout de suite Nicolas Hulot. En 30 ans, un tiers des oiseaux en milieu agricole ont disparu, 80% des insectes en Europe. Une espèce sur 3 est menacée en France, mais plus globalement. Plus de 60% des écosystèmes s'effondrent dans le monde entier. Si nous continuons avec ce modèle de développement qui parfois est une licence à détruire la nature, c'est 40 ou 50% du vivant qui aura définitivement disparu dans le siècle. Donc chacun peut comprendre que le gouvernement va prendre sa responsabilité. Le plan que nous vous avons présenté hier n'est pas un tout, c'est le début d'un tout. Mais ce que nous voulons avec ce plan, c'est entraîner une responsabilité, une dynamique collective, que chaque citoyen, chaque acteur politique, chaque acteur économique s'interroge profondément pour sa responsabilité en négatif ou en positif. On entend Nicolas Hulot, on se souvient, qu'il avait dit que tout le monde s'en fiche de la biodiversité. Hier, Édouard Philippe lui a dit non, c'est faux. Il est important que tous les ministres, à commencer par le Premier ministre, se mobilisent sur cette question de la biodiversité. Oui, c'est évident. Donc on a bien compris que hier, il s'agissait surtout d'aller vers la mobilisation de l'opinion publique et d'en faire une grande cause à côté de la cause climatique. Donc de ce côté-là, ça va dans le bon sens. Les deux sont liés. Maintenant, les deux sont absolument liés. Maintenant, la question, c'est effectivement les mesures. Alors, il y a quand même 90 points dans ce plan, donc c'est assez copieux. Il y a des avancées intéressantes, je trouve. Par exemple, sur la lutte contre les trafics d'espèces qui sont à l'échelle mondiale avec des flux financiers comparables au trafic de drogue. Donc là, on sent bien la mobilisation de la France. On sent bien, en fait, dans le plan et dans l'intervention aussi de Brune Poirson tout à l'heure, que la France veut jouer un rôle moteur à l'échelle internationale. Ça, c'est très bien. Mais comme me disait, j'étais à Bornéo voir l'état des forêts il y a quelques mois, et les Malaisiens me disaient, quand on leur parle d'orang-outans, ils nous disent, mais à Sarawak, c'est une des régions de Bornéo, on a stabilisé les populations d'orang-outans, certes à un niveau trop faible, 2000 individus, mais ils nous disent derrière, et alors vos 2 ours, vous les avez relâchés? C'est-à-dire que la difficulté de la France, on le sait, c'est comment elle peut être moteur à l'échelle internationale sans être capable de relâcher 2 ours. Ou en autorisant cette mine d'or en Guyane. Il y a des décisions paradoxales, c'est ce que vous dites? Oui, je crois qu'on a... La biodiversité, c'est pas un supplément d'âme. C'est obligatoirement le cœur des politiques publiques. Donc ça veut dire faire des choix assez douloureux de changement de modèle, ou en tout cas sur un certain nombre de projets, de ne pas les faire. Le triangle de Gonesse, le contournement autoroutier est un autre exemple, puisque aujourd'hui on a un avis négatif du Conseil national de protection de la nature, notamment par rapport à l'avenir du Grand Hamster. Ça veut dire qu'on ne peut pas le faire dans ces conditions. Peut-être peut-on le faire dans d'autres conditions, mais en tout cas pas dans ces conditions. Alors là, on voit bien que le gouvernement, projet par projet, a du mal. Néanmoins, il y a quand même... Puisqu'on sait que le gouvernement veut effectivement s'attaquer au bétonnage, la France perd l'équivalent d'un département comme le vôtre, la Loire-Atlantique, tous les 10 ans en un espace naturel. Là, dans les mesures de ce plan pour préserver la biodiversité, il y a la notion de compensation écologique. Vous aviez travaillé vous-même ici au Sénat sur ce point. Alors, très clairement, ce plan, c'est un peu difficile de le définir au-delà de l'affichage. Et l'affichage était une bonne chose. C'est-à-dire, on n'est pas simplement dans la communication, comme on peut dire ça. Est-ce que c'est un plan de complément
des avancées très très fortes de la loi biodiversité, notamment, effectivement, comme vous le dites, j'avais réussi quand même à faire passer des amendements très forts sur l'obligation de résultat, sur la compensation. On a passé des choses très très fortes au Sénat et ça continue à inspirer beaucoup de travaux en France. Il faut attendre quand même l'article 90 du plan pour retrouver l'accompagnement finalement de ce qui est dans la loi biodiversité sur la séquence ERC. C'est un exemple. Est-ce que donc c'est un complément de la loi biodiversité? Elle est peu citée. Or, la continuité de l'État, c'est quand même se baser sur les grandes lois. Je trouve que l'Agence française de biodiversité est relativement peu citée aussi. Que donc, malgré tout, il y a quand même des choses assez concrètes sur les là où espèces, sur les réserves. le bas blesse, c'est peut-être sur le financement, le budget. Les ONG demandent 200 millions par an. Pardon, Ronan Dantec, le gouvernement prévoit 600 millions sur 4 ans qui seront prélevés sur le budget des agences de l'eau. Les agences de l'eau ont toujours bon dos. Bercy en avait déjà récupéré une partie. Donc là, les malheureuses vont finir par manquer de moyens parce qu'on leur demande aussi de financer l'agriculture. Et je ne sais pas si c'est la même ligne. Non, il y a un grand manque dans ce plan. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses intéressantes dedans. Hein. Donc j'essaye toujours d'avoir une vision assez technique. Comme le zéro plastique rejeté en mer. J'essaye d'avoir une vision technique et pas uniquement symbolique de ce genre d'annonce. Le grand manque, et c'est le problème de ce gouvernement, c'est qu'il ne sait pas travailler avec les collectivités territoriales. On n'est pas dans le pacte Girondin, on est toujours dans une approche jacobine et où on décrète par exemple 1000 territoires pour la biodiversité. Ça n'a pas été travaillé avec les réseaux de collectivités territoriales, je serais au courant. Ça, c'est une vraie difficulté. Il n'y a pas le mot Stradet dans ce plan, ce qui est absolument... C'est le schéma régional d'aménagement du territoire. Comment voulez-vous lutter contre l'étalement et l'artificialisation des terres si vous ne mettez pas le Stradet au milieu? Or, il est totalement absent. Les collectivités territoriales pour préserver la biodiversité. Ça, je trouve qu'il y a quand même là... Votre message. Mais c'est des manques et ça affaiblit le plan, même si sur d'autres points, notamment à l'échelle internationale, sur la fraude, sur les études... Jeté. Non, tout n'est pas jeté, mais il y a de vrais manques. Merci à vous, Ronan Dantec. Vous le savez, Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, est décédé aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Journaliste grand passeur de mémoire, Claude Lanzmann a marqué l'histoire du XXe siècle avec Shoah. C'est un film monument sur l'extermination des Juifs par les nazis. On va retourner salle des conférences pour une réaction de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. Elle est à vos côtés, Saveria Rojek. Bonjour Françoise Nyssen. Merci de répondre à nos questions. Votre réaction, vous, ministre de la Culture, bien sûr, après la disparition de Claude Lanzmann. Claude Lanzmann, grand témoin des drames de notre temps. Que garderez-vous de lui? Écoutez, d'abord, je vais vous dire une chose qui peut vous paraître simple, mais sa voix va nous manquer, vous le savez. Là, on est sur un média, la voix est importante. Il avait cette voix grave, passionnée. C'était un homme totalement engagé, totalement passionné, totalement sincère avec lui-même et grand amoureux de la vie. Vous savez, c'est un homme qui a traversé tout. Il a traversé le siècle, il a dit l'histoire, on peut revenir là-dessus, comment il a dit, c'est extraordinaire. Il a écrit ce livre autobiographique qui s'appelle Le Lièvre de Patagonie. C'était un cinéaste, c'était d'abord un journaliste engagé. Il a même été en Corée du Nord, est-ce que vous savez ça? Il était un grand compagnon de route de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Il a été grand amoureux. Grand amoureux de Simone de Beauvoir. Et il a participé à toute l'aventure des temps modernes. Il a été ce cinéaste absolument incroyable qui a fait ce travail de mémoire à partir des témoignages des gens. Donc il a pu donner des images au mot où il a dit l'indicible à travers un documentaire qui va rester incontournable pour savoir et dire cette histoire qui dure 9 heures. Et il a écrit des livres et il était passionné dans tout ce qu'il faisait. Et cet homme est resté droit jusqu'à la fin. Et pourtant, il a été confronté, il a dit l'indicible, il a tout vécu. Et à la fin de ses vies, il a perdu son fils. Et pourtant, il a continué à dire qu'il aimait la vie. Et jusqu'à la fin, il l'a aimé passionnément. Il a contribué à construire notre mémoire collective. Les 9 heures de la Shoah sont un monument. Mais encore son dernier film, Les 4 Sœurs, qui le dit, ou Napalm avant, les livres où il se raconte, les prises de parole, ses relations, ses amitiés, sa façon de toujours s'engager totalement. Mais c'est vrai, la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, sa voix va nous manquer. C'est ce qui restera en tout cas. Merci Madame la Ministre pour cette réaction. Merci beaucoup.
Merci à vous, Saveria, pour cette réaction. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous, c'est à 18h30 avec Rebecca Fitoussi et son émission On va plus loin. Très bonne suite à des programmes sur Public Sénat.